Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Soumier, journaliste économique. Je vais vous accompagner durant, et moi-même d'ailleurs chef d'entreprise d'une petite entreprise de 40 personnes, enfin voilà. Et je vais vous accompagner donc durant une bonne partie de la journée sur ce Cégide Connexion Finance. Juste dire un mot avant de donner la parole à Laurent et de rentrer dans le vif des débats, mais justement. Je suis, et c'est absolument pas ironique ou du deuxième degré, absolument passionné en fait par la transformation que vous êtes en train de vivre et par la transformation de la fonction finance. Et je voudrais juste, parce que vous êtes le nez dans le guidon, particulièrement dans cette période d'ailleurs, que vous soyez tous conscients que c'est vous, personne d'autre, qui avez entre les mains les défis que nous avons à relever collectivement. Je le dis avec des grands mots, mais je le pense, mais vraiment sincèrement. Les défis du monde, les défis de la planète, le sort du monde sont entre les mains, non pas de la finance, de la fonction finance des entreprises. Et c'est par les arbitrages que vous allez faire, par la capacité d'anticipation que vous aurez, et par la capacité de conviction vis-à-vis des autres parties prenantes, vis-à-vis des directions générales que vous aurez, qu'on arrivera à relever les défis considérables qui sont devant nous. Voilà. Et donc c'est évidemment pour ça, et on rentre dans le vif du sujet, qu'il vous faut les outils les plus efficaces, mais pas seulement les plus efficaces en fait, les plus fluides, ceux qui vous donneront la capacité de vous concentrer sur le fond, sur votre réflexion, d'avoir à nouveau les moyens pour vous de réfléchir. Voilà. C'est ça qui est absolument passionnant, qui est devant nous, et c'est de ça dont nous allons parler ensemble pendant une matinée. Laurent, tu viens nous rejoindre, Laurent Blanchard, Chief Operating Officer de Cégide, et bienvenue à tous donc pour au moins cette matinée de débat passionnante. Mais d'abord une vidéo. Dans la vie, on a le choix. Le but, dire oui ou dire non. Là, c'est bien positif. Mais ça, c'est possible avec le bois. Dire oui, ça rapproche. De ses collègues, de ses clients. Dire oui, ça ouvre. Écoute, moi, je pensais pas La franchement discussion, le cœur, l'esprit. Ça rend tout possible de dire oui. Parce que ça permet d'innover, de trouver des solutions et de créer des opportunités. Alors certains disent que dire oui à tout, ça ne mène à rien. Mais aujourd'hui, la vraie question, c'est pas seulement de savoir où on va. C'est de savoir si oui ou non, on a envie d'y aller. Dites oui à l'avenir. Avec Cégide. Laurent. Merci Stéphane. Oh merci. Heureusement que j'ai mon club de fans ici de façon voilà, à m'accueillir. C'est à moi de vous accueillir aujourd'hui. Et peut-être que l'on peut jouer avec les projecteurs, parce que on peut projeter dans la salle, s'il vous plaît, est-ce que les projecteurs fonctionnent? Est-ce qu'on peut faire bouger les projecteurs un peu? Parce que ce qui est en train de se passer là, ça fait 18 mois que je l'attends. Ça fait 18 mois que j'attends, parce que je ne sais pas comment c'est pour vous, mais les écrans Teams, Zoom, Webex, ça a des limites. Et là, je vous promets, les personnes que vous avez autour de vous, c'est des vraies personnes. Elles sont là, physiquement. Donc, je savoure. Laissez-moi 1 seconde, 2 secondes savourer ce moment-là. Parce que comme tu l'as dit, Stéphane, la vie est une succession de moments, ça va de plus en plus vite. Ils ont été extrêmement virtuels. Bah là, c'est bien physique. Et ce matin, nous allons parler de cela. Et nous allons parler de l'actualité de Cégide. Donc, je suis Laurent Blanchard, je suis le Chief Operating Officer. Qu'est-ce que ça veut dire en français? En fait, je gère le business pour Cégide. Et l'actualité de Cégide est extrêmement riche. Elle s'inscrit tout d'abord autour de l'innovation. Car Cégide, depuis maintenant un grand nombre d'années, investit énormément dans l'innovation. Et lorsque je vais dire innovation, je vais d'abord utiliser un terme, qui est le terme SaaS. Ce terme-là, le Software as a Service, a été un virage que Cégide a pris il y a de nombreuses années. Et d'ailleurs, Sylvain Mousset, qui va venir sur scène un petit peu plus tôt, dans les années 2005-2006, a décidé ça pour Cégide. En revanche, il y a à peu près 3 ans ou 4 ans, en 2017, lorsque la nouvelle équipe de direction est arrivée, nous avons résolument pris la décision d'accélérer. D'accélérer sur le SaaS pour des raisons
évidente de tendance de marché. Et vous le savez, le fait de ne plus avoir à héberger, à administrer les environnements informatiques, de façon à vous focaliser sur votre métier, qui doit être créateur de valeur. Mais surtout de nous permettre à nous, entreprises de technologie, qui investit un nombre important de millions tous les ans dans l'innovation, de vous servir et de vous la servir de façon la plus rapide possible. J'imagine que dans la salle, un grand nombre d'entre vous êtes clients Microsoft 365 et vous avez dû faire l'expérience le matin, en vous loguant sur Teams, de voir des nouvelles fonctionnalités. Dites, tiens, quelque chose de nouveau, je n'ai pas testé et je teste. La capacité du SaaS nous permet de vous apporter, dans des délais beaucoup plus courts, je dirais pas en temps réel, mais beaucoup plus courts, toutes ces fonctionnalités, toute cette innovation qui nous correspond, qui nous anime au quotidien. Pour mettre ça peut-être, donner quelques chiffres, en 2017, 30% des applications Cegid au portefeuille étaient des applications SaaS, donc soit natives, écrites pour le SaaS, soit qui ont été portées sur le SaaS. Aujourd'hui, c'est 90%. Donc oui, nous avons pris ces décisions-là et je sais que pour certains d'entre vous, nos clients, que je remercie pour votre fidélité, certains d'entre vous avaient pu se sentir forcés et contraints de faire ce virage-là. Ce visage, à chaque fois que je fais virage sur le SaaS, ça fait visage, d'ailleurs c'est intéressant, ce virage sur le SaaS. Mais on l'a fait pour vous donner la possibilité de capitaliser sur cette innovation. André et Sylvain vont vous en parler, vont nous faire rêver. Premier point fort, le SaaS innovation. Deuxième point fort de cette actualité qui est extrêmement riche, c'est la décision que nous avons prise en tant qu'entreprise de nous réorienter vers vous, nos clients ou nos futurs clients. Vous allez dire, c'est une banalité. Mais lorsque vous êtes dans une transformation telle que nous l'avons menée dans les 4 dernières années, on peut avoir une tendance à se focaliser en interne. Et oui, on a peut-être été amené à le faire. Maintenant, il est temps, comme on dit en anglais, d'être outwards, de vous écouter, d'être plus proche de vous. Et c'est l'une de nos valeurs, s'inspirer de nos clients. Ça veut dire vous entendre, vous écouter, être en discussion avec vous. Ça ne veut pas dire être d'accord tout le temps, parce que nous avons des convictions fortes, mais au moins être sûr que nous sommes au diapason avec ce qui se passe, de façon à pouvoir anticiper. Tu as parlé de la capacité d'anticipation, Stéphane, d'aller plus vite. Parce qu'à la fin des fins, nous voulons être leaders, nous sommes leaders, et nous devons à chaque fois nous réinventer. Alors, comment ça se traduit pour vous? Comment ça s'est traduit dans les derniers mois? Parce que cette décision a été prise récemment, mais néanmoins a déjà un impact. J'en veux pour preuve une campagne fiscale 2020. Pour ceux d'entre vous qui êtes dans les directions fiscales, vous vous souvenez que cette campagne fiscale avec nous n'a pas été sans douleur. Nous avons pris la décision avec André de désiloter l'organisation. Et vous savez que pour vous qui êtes dirigeants, les organisations s'auto-silotent très rapidement. Je suis dans une organisation, je ne parle pas à l'autre organisation. Nous avons décidé de travailler, de faire en sorte que le product development, le SaaS, c'est-à-dire que la plateforme SaaS, le Customer Care travaillent main dans la main de façon à ce que la campagne fiscale 2021 se passe mieux. Elle s'est bien passée. Donc l'orientation client, c'est ça. C'est aussi des nouveaux profils que nous allons développer, des collaborateurs, sous l'acronyme ou l'anglicisme Customer Success Manager. Ce sont des gens qui vont vous accompagner pendant votre vie dans l'utilisation de nos applications, pour vous aider, pour mettre dans un contexte peut-être des choses que vous n'utilisez pas, peut-être pour vous partager l'expérience d'autres clients, de faire en sorte que ce succès, Customer Success, il soit le vôtre d'abord et le nôtre ensuite. Donc deuxième sujet, nous voulons véritablement nous orienter plus vers vous, nos clients. Troisième sujet en termes d'actualité, qui est une actualité extrêmement riche, c'est Cegid en tant qu'entreprise. Cegid, depuis 4 ans, c'est 13 sociétés qui sont venues rejoindre l'entreprise. 13 sociétés acquises. Et récemment, ACA, et un certain nombre d'entre vous étiez, et vous êtes toujours clients des solutions ACA, ces 13 sociétés, c'est un nombre très important de collaborateurs qui sont venus rejoindre et constituer qui nous sommes aujourd'hui. Alors, lorsque nous faisons des acquisitions, nous les faisons pour de la technologie, nous la faisons
Et nous avons fait de l'acquisition d'une technologie extrêmement innovante à travers ces 13 acquisitions, de façon à augmenter notre couverture, qu'elle soit de marché. Et grâce à ces acquisitions, nous sommes maintenant présents en Europe du Sud, même en Amérique latine et en Europe du Nord, notamment avec la dernière acquisition Talentsoft, mais surtout pour faire en sorte que des talents viennent rejoindre l'entreprise. Et vous le savez, aujourd'hui, comme on dit en anglais, il y a un shortage of talent. Il y a une pénurie de talents. Et à la limite, on va s'en réjouir. Ça veut dire que quelque part, le moteur économique est en train vraiment de repartir. Mais ces talents, ils sont ce qui va faire la différence. Ce qui fait la différence, et nous en avons cette conviction. Et peut-être pour vous aider à lire, à décrypter qui nous sommes, nos équipes, notre culture est orientée autour de 3 valeurs. Et je vous le dis de façon à ce que, peut-être de temps en temps, un comportement d'un collaborateur puisse résonner dans votre tête par rapport à ces 3 valeurs. La première, j'en ai parlé, s'inspirer de nos clients. Et ce n'est pas un mot valise. Je vous l'ai dit, c'est vraiment aller au-delà de ce que l'on peut faire. Et on le fait pour se différencier. S'inspirer de nos clients, c'est véritablement être à votre écoute. Et je vous le répète, pas toujours être d'accord, mais sentir ce qui se passe. Et Dieu sait si les choses vont vite et la dynamique est extrêmement rapide. La deuxième valeur, c'est explorer toujours. Explorer toujours, c'est d'abord nous mettre, comme disent les Anglais, on the front toes. C'est nous mettre en déséquilibre, mais bien sûr volontaire, pour ouvrir notre champ de découverte, de façon à casser les convictions, les expériences, ce que l'on peut avoir pour aller plus vite. Et technologiquement parlant, il y aura un débat un petit peu plus tard autour de l'intelligence artificielle et de l'humain. Des débats qui sont éthiquement riches, je ne suis pas sûr qu'on va aller au fond du côté éthique ce matin, néanmoins des débats qui sont très importants dans l'exploration. Faut-il le faire? Faut-il aller plus vite? Faut-il ralentir? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc explorer toujours, ce n'est pas juste un mot vain que l'on met en interne pour dire ok, on va faire preuve d'initiative. C'est un état d'esprit. Et le troisième, je l'ai dit un petit peu, c'est s'engager ensemble. J'ai donné l'exemple pendant la campagne fiscale post-2020 de ce qu'on a fait chez Cégide, qui est de faire en sorte que les organisations travaillent mieux ensemble. Encore une fois, ça peut vous paraître d'une banalité sans nom. À la fin des fins, ce sont les femmes et les hommes qui constituent le cœur, l'ADN de l'entreprise. Et si on peut juste mettre, il doit y avoir un slide, je pense, qui doit venir, c'est peut-être à moi de le faire. Il va venir. Il va venir. Je te remercie de me rassurer. On me dit non derrière, il n'y a pas de slide. Eh ben, je vais faire sans slide. Mais en fait, c'est la fin du slide, tu sais. Mais c'est pas. Mais voilà. Mais, enfin, voilà. On a de la force de conviction. Il est là. Bon. En fait, pourquoi on fait tout cela? Pour cette mission. Car à la fin des fins, nous sommes ici, chez Cégide, et tout collaborateur, pour vous apporter des solutions utiles et innovantes. Utiles parce que ce n'est pas de l'innovation hors sol, ce sont de l'innovation qui doit vous apporter de la valeur dans des métiers que nous connaissons et que nous connaissons très bien. Donc voilà, ces valeurs nous structurent, c'est la racine de l'arbre. Vous allez voir dans l'actualité des jours à venir ou des mois et semaines à venir un grand nombre d'acquisitions encore, de façon à venir renforcer notre capacité à vous apporter des solutions utiles et innovantes. Merci beaucoup. Laurent, petite question avant de... les plus récents, j'allais dire les derniers, non, il y en aura sans doute d'autres, les plus récents des actionnaires de Cégide ont donné à Cégide une valorisation qui est une valorisation très très importante, de plusieurs milliards. Est-ce que vraiment ils l'ont donné pour ces valeurs que tu viens de décrire? Est-ce qu'ils ne l'ont pas davantage donné pour un résultat, un portefeuille client et l'ensemble de ceux qui sont dans cette salle? D'abord, l'entreprise est passée de 350 à 650 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, nous avons amélioré la profitabilité. Et oui, ces nouveaux actionnaires regardent cela. Mais les valeurs d'une entreprise, c'est au service de la performance. Ces valeurs, elles ne sont pas hors sol. Ouais. Elles sont là pour travailler sur réaliser la mission que je vous ai présentée. Créer de la valeur pour nous, j'allais dire lapsus, créer la valeur pour vous et créer la valeur pour eux et pour nous. C'est ça. Mais c'est aussi venir nourrir notre ambition. Nous avons une ambition d'être le leader européen incontesté
pour les applications de gestion dans le SaaS. Leader, pas un leader, le leader européen, incontesté, pour les applications de gestion dans le SaaS. D'ailleurs, Cegid, le E, c'est européen. Compagnie européenne de gestion de l'informatique distribuée. Jean-Michel Aulas en 83. Donc, nous sommes en train de réaliser cela. C'est une vision, ça. Hein, c'est une vision. Il était très, très visionnaire. Nous portons cette ambition. Et donc, bien sûr, nos clients, nous-mêmes et nos actionnaires vont en tirer des bénéfices. C'est ce qui fait toute la solidité de l'entreprise de toute façon. C'est ce qui fait que l'entreprise est l'entreprise, hein, au-delà de l'ensemble de ces turbulences et au-delà même, télétravail, etc. et tout, de savoir si on travaille sur site, pas sur site, où est-ce qu'on est. Non, on est dans un corps social finalement. C'est ça, hein, Laurent. Ouais. Absolument. Laurent Blanchard, merci beaucoup. Merci bien. Sous vos applaudissements. Et je vais demander à Jean-Baptiste Auzou, à Geoffrey Andus de venir me rejoindre sur scène et on va continuer ensemble, enfin, rentrer dans le vif du débat. Le vif du débat et des propositions d'ailleurs hein, que l'ensemble de Cegid a à vous faire ce matin et puis ça continuera évidemment à travers les ateliers cet après-midi mais on y reviendra. Donc Jean-Baptiste, directeur de la Business Unit Finance et Taxes pour Cegid et Geoffrey, vous êtes directeur de la division ERP pour Cegid. Alors je l'ai dit avec de grands mots tout à l'heure mais je crois qu'on pense tous la même chose dans cette salle. En tout cas, vous, c'est votre conviction que le directeur financier, le DAF, la fonction finance, l'ensemble des directions financières sont aujourd'hui leaders du changement et copilotes de la performance. Geoffrey, comment est-ce que ça s'incarne ? Effectivement, on le ressent bien jour après jour que le rôle du directeur financier et des entités finances ont un rôle vraiment prépondérant dans cette stratégie et d'évolution. Déjà, c'est porté par le marché. Je pense qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir un marché avec une vraie dynamique. L'INSEE a annoncé 6% de croissance en 2021. On voit bien que l'ensemble des marchés sont dans la relance. Et on a aussi un contexte marché qui fait qu'on évolue rapidement. La manière où on consomme, la manière où on communique, la manière où on travaille, tout ça est très porteur, mais génère aussi beaucoup de pression. Il y a des pressions économiques, des pressions compétitives, concurrentielles, et bien naturellement des pressions financières pour la direction financière avec les actionnaires. Donc on voit bien que la direction financière est au cœur des enjeux, a besoin d'appréhender ces différentes pressions, mais a aussi la capacité d'appréhender, de développer une approche différente. Et on voit de nombreux enjeux. Et finalement, à travers les différents engagements que nous avons aujourd'hui avec nos clients, le premier enjeu que nous voyons, c'est notre besoin de créer encore plus d'agilité pour créer de la rapidité, de l'anticipation et donc de la capacité à décider. Ça se traduit comment aujourd'hui avec nos clients ? C'est qu'on a par exemple beaucoup de projets actuellement où il y a à la fois sur des grandes entreprises où il y a beaucoup de filiales ou d'organisations, le besoin de rationaliser, de consolider, d'avoir une vue financière, de performance financière beaucoup plus rapide, en temps réel, assez normalisée, et en parallèle, le besoin de donner beaucoup plus de personnalisation, de spécification à chaque entité, de manière à être beaucoup plus proche des activités, des métiers, donc d'avoir des workflows beaucoup plus agiles liés au métier. Donc on sent bien qu'il y a cet enjeu d'agilité pour l'organisation, pour les workflows, et donc de la manière à appréhender les ruptures de marché ou conquérir de nouveaux marchés. Jean-Baptiste, comment est-ce que toi tu l'incarnes ? La deuxième incarnation qu'on peut avoir autour de ça, hormis l'agilité, c'est bien évidemment l'optimisation financière. Tu l'as évoqué, Laurent l'a évoqué, il y a forcément des optimisations financières à faire. Alors pour nous, l'optimisation de la performance financière, ça veut aussi dire que la clé de ça, c'est la donnée. Donc on y reviendra tout à l'heure avec une conférence de André et de Sylvain sur cette donnée-là. Pour nous, c'est vraiment un élément hyper important parce que c'est ce qui va permettre une analyse poussée en détail des éléments pour alimenter, pour compléter cette performance financière. Alors moi, je prendrais en gros deux exemples. Le premier exemple, je pense qu'il est dans la salle, hein, c'est une société qui est mondiale, 10 pays, une centaine de filiales,
comment assurer la performance financière de la partie trésorerie. Eh bien, ce qu'ils ont mis en place, c'est un système de remontée de tout le cash à travers cette organisation, remonter vers une holding de tête qui sert en gros de banque financière et qui permet d'optimiser au mieux la position de compte, les placements. Et voilà un bon exemple de capacité d'optimiser la donnée financière. Le deuxième exemple qu'on pourrait prendre, c'est bien évidemment, et Laurent l'a évoqué, la fiscalité. Aujourd'hui, hormis la fiscalité nationale, on a aussi une fiscalité locale qui devient de plus en plus importante. On ne parlera pas d'un maquis de la fiscalité locale, mais enfin quand même, il y a énormément de choses. Ça pèse quand même, pour rappel, 55 milliards, donc ce n'est pas neutre. Comment être capable d'identifier, pourquoi pas, les surpaiements, pourquoi pas les facteurs de risque qu'il peut y avoir, et donner des clés à une entreprise pour dire, oui, à tel endroit, j'ai des surpaiements, et donc, je peux les traiter et donc optimiser financièrement l'opération. Justement, gestion du risque, c'est aussi le troisième point important pour toi, Jean-Baptiste. Oui, alors la gestion du risque, elle est majeure. Je la compléterai de la mise en conformité. On ne peut pas tellement dissocier la gestion du risque de l'aspect de mise en conformité. Parce que, alors aujourd'hui, pour également reprendre ce que dit Geoffrey, dans cet élément-là, on est sur un sous-jacent, évidemment, d'interconnexion entre les briques applicatives. Ouais. Geoffrey parlait de plateforme. Plus on va vers une plateforme ERP, fiscalité, trésorerie, gestion du flux au milieu, plus on a une capacité à voir les informations à l'intérieur, et plus on a une capacité à appréhender ce risque, et plus on a une capacité, évidemment, à le mettre en conformité. Alors, la mise en conformité, si je reprends encore des exemples, assez facilement, la fiscalité. Je me mets avec un logiciel de gestion de la fiscalité en conformité avec la réglementation et j'assure mes obligations fiscales vis-à-vis du législateur et du marché. Le deuxième, et on revient en termes de gestion du risque, c'est par exemple sur la trésorerie. On sait aujourd'hui, vous savez tous, qu'il y a des monnaies qui sont interdites. Il y a des pays avec lesquels on n'a pas le droit de commercer. Il y a des individus avec lesquels il est peu recommandable de commercer, des organisations. Être capable d'identifier à la source les éléments qui sont interdits et qui nous permettent d'être du coup compliance par rapport aux normes françaises, européennes, mondiales, c'est un élément majeur pour les directions administratives et financières. Et qui va l'être de plus en plus. Enfin, il se trouve juste, parce que je l'ai appris hier, discussion avec tribunaux de commerce, grosse offensive du Parlement pour judiciariser le devoir de vigilance, Sapin 2, etc. Et tout, et que ça sorte en fait de la responsabilité des tribunaux de commerce avec lesquels on peut toujours discuter, pour aller vers le juge judiciaire, avec lesquels là les choses seront beaucoup plus compliquées, d'où la nécessité effectivement d'être informé en temps réel de ce qui se passe et des évolutions réglementaires. En temps réel et de pouvoir agir dessus. Et dès quelque part, oui, on va dire, d'exonérer la responsabilité de l'entreprise, du DAF, du trésorier par rapport à des opérations comme ça. Oui, on a mis en œuvre les moyens qui permettent de traiter ces sujets-là. Alors, Geoffrey, face à l'ensemble de ces enjeux, la bonne solution, c'est quoi? C'est brique par brique ou c'est la solution globale, end-to-end, comme vous dites? Donc le end-to-end ou le best of breed. Voilà, le meilleur de sa race, c'est ça, best of breed, j'adore cette traduction. Donc on cherche le meilleur des deux mondes. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'approche de nouvelles solutions technologiques doit déjà gommer un certain nombre d'irritants et de lourdeurs. Dans le best of breed, le danger, c'est le silo technologique qui répond à une problématique au moment clé, mais après, on a du mal à s'intégrer. L'approche globale end-to-end, elle peut être un peu une lourdeur, on le voit dans le monde de l'ERP, une lourdeur de l'ERP un peu monolithique, très, très intégrée. Finalement, nous, ce qu'on cherche à faire et la manière dont on construit nos offres, et on l'a vu avec l'introduction de Laurent sur notre maîtrise du SaaS, de nos différentes technologies, cette approche de plateforme, c'est-à-dire c'est que concentrer le client sur son usage, et les exemples que donne Jean-Baptiste sont très orientés sur l'expérience et sur les usages, voilà, et donc de simplifier, de donner cette agilité, de donner cette ouverture à travers une plateforme globale finance, qui n'est pas exclusif Cegid, donc il doit être capable de pouvoir s'intégrer avec différents types d'acteurs du marché, mais sur lequel on va mettre toute notre expertise finance, notre savoir-faire en législation et en réglementation, notre maîtrise des technologies comme le SaaS et l'intelligence artificielle, de manière à donner aux clients la capacité de s'orienter sur
l'expérience, sur l'usage, sur l'ergonomie aussi, la manière de travailler. Ça doit révolutionner aussi. On travaille tous avec des applications nouvelles, donc on doit aussi appréhender, nos ergonomies sont clés. On le voit bien, on a eu un exemple là, très, très récemment ensemble où on démarrait avec un client dans une consultation très orientée sur l'ERP, et très orientée finance. Et plus on a avancé dans la discussion, plus on a réfléchi sur qu'est-ce qu'il cherchait à atteindre en termes de performance financière, en termes d'optimisation. On est rentré dans une discussion de trésorerie et il est parti sur une solution de bout en bout. C'est Gilles, avec la partie trésorerie. Et donc c'est comme ça qu'on essaie de répondre, c'est de lier les deux mondes, de rester le plus ouvert possible, donner de la capacité à appréhender et à anticiper, mais naturellement aussi de simplifier le quotidien parce que l'enjeu c'est l'usage et la capacité à traiter les données. Jean-Baptiste, parce que rien de tel effectivement que de donner des exemples clients autour de cette plateforme finance, d'autres exemples peut-être? Oui, je compléterai juste avant les exemples, c'est hyper important ce que vient d'annoncer Geoffrey, c'est-à-dire que cette fameuse plateforme globale qui couvre tout le périmètre de l'ERP, la fiscalité, la trésorerie, les flux, voire la partie métier quand on est dans le secteur de l'assurance, c'est majeur parce que c'est ce qui va nous permettre d'analyser l'ensemble. Ouais. Alors si on revient sur quelques exemples, le premier que moi je prendrais quelque part c'est grande distribution. Ouais. Alors, très emblématique, évidemment. Ultra challengé. Voilà, ultra challengé, mais là, on est en train de dire ultra challengé parce qu'on pense au 17 mars 2020, où à un moment donné, ça s'est fermé et là, il y a eu un vrai sujet. Mais la grande distribution avait déjà anticipé ça. Il y avait une transformation de modèle qui était bien avant le 17 mars 2020. Et ça, c'est un élément hyper important dans le métier. Quand on voyait historiquement qu'est-ce qui se passait en gros, hein, alors je schématise, mais grande distribution, il faisait entre 2 et 3 grosses vagues de commandes dans l'année. Donc je passe une commande, je stocke et je déstocke. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Et déjà avant le 17 mars 2020, il y avait un système de flux tendu, un système de je ne stocke pas. Toutes les plateformes de grande distribution ne stockent même plus chez elles stockent à l'extérieur. On se dit, facile. Non, pas facile. En termes de modèle de trésorerie, ça change tout. Si on est capable de faire une prévision tous les ans, un peu la même chose, avec un système comme ça, et l'imprévisible qui arrive avec des crises, mon modèle de prévision de trésorerie, il vole en éclats. Ouais. Et donc, comment je suis capable d'apporter de l'agilité à ce client pour qu'il puisse revoir hyper rapidement ses modèles et qu'il puisse anticiper sur l'inanticipable. Ouais. Et ça, c'est un élément majeur. On peut prendre un deuxième exemple. Il y a pas mal de clients assureurs dans la salle. Alors, le secteur de l'assurance, en plus, est vu comme une vieille dame bien tranquille, voilà, on est sur des éléments assez figés. Mais ça n'existe plus, ça. À un moment donné, quand on dit, vous vous rappelez, le prélèvement à la source, on l'a tous vu sur son bulletin de paye, je prélève à la source. C'était facile pour nous. Sauf que les assureurs, ils versent aussi des revenus. Et puis à un moment donné, on s'est aperçu que les assureurs devaient collecter de l'impôt. L'assureur devenait collecteur d'impôts pour la DGFiP, alors que les systèmes d'information n'étaient pas prêts, la culture d'entreprise n'était pas prête. Comment on est capable de faire ça? En redonnant de l'agilité aux assureurs, en étant capable de proposer des solutions qui vont traiter ce sujet-là et qui vont leur permettre, en plus, de répondre à leurs exigences réglementaires et à leurs obligations réglementaires. Et puis si en plus on peut ajouter de l'optimisation financière autour de tout ça, j'avais zappé cet épisode, Jean-Baptiste, passionnant. Mais oui, parce que ça s'est fait sous le radar. Voilà, ça s'est fait sous le radar parce que tout le monde s'est préoccupé de savoir est-ce que sur mon bulletin de paye j'allais avoir bien sûr, c'était les grands enjeux. Les grands enjeux et les assureurs avec d'autres grands enjeux. Tout à fait. On pourrait prendre un troisième exemple sur... on a un client, je ne me rappelle plus s'il est dans la salle ou pas, sous-traitant automobile. Sous-traitant automobile. Société en totale transformation, LBO, rentrée de fonds d'investissement, acquisition externe, développement à l'international, création d'usines dans des pays à l'international from scratch. C'est une opération qui change et qui bouleverse l'intérieur total de la société. Et si on revient à la prévision de trésorerie, qui est quand même un élément assez majeur ce matin, ça veut dire qu'il faut être capable d'anticiper, de prévoir tous ces investissements à moyen et très long terme. Et ça, c'est un bouleversement total. Et il faut qu'on ait des solutions hyper agiles pour être capable de les accompagner. Alors, je ne sais pas s'il y a de la sous-traitance aéronautique, pour le coup, dans la salle.
J'ai lu un papier, vous l'avez peut-être pas, absolument passionnant ce matin dans les Échos sur ce qui est en train de se passer. On a un peu de temps, j'y vais très vite. Vous avez 2 grands donneurs d'ordre, hein, Airbus, Safran. Ils ne sont pas d'accord sur la montée en cadence pour l'année prochaine. Premier point. Et deuxième point, ils demandent, parce que crise des composants, etc., enfin tout ce que vous vivez, ils demandent à leurs sous-traitants de faire des stocks, mais ils n'assurent que le paiement de la moitié des stocks. Donc vous allez faire ces stocks, vous n'avez pas de prévisibilité précise sur ce qui va sortir en bout de chaîne à la fin de l'année prochaine, et c'est à vous d'en assurer la gestion au moins de la moitié de ces stocks. Voilà, on est au cœur des solutions de simulation, j'imagine, que tu peux proposer sur des éléments pareils. De simulation, de prévision, d'anticipation. On dit prévoir le prévisible, c'est possible. Il faut maintenant également qu'on prévoie l'imprévisible. Ouais. Parce que le grand donneur d'ordre, il ne garantit même pas, effectivement, le business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société, elle va engager des fonds, elle va stocker, sans avoir la possibilité ou la prévisibilité de rentrer de l'argent. Ouais. Compliqué quand même. Hein. Ah, c'est chaud. Compliqué. Il suffit. Et puis c'est pas sur des petits trucs, quoi. Il s'agit de construire des A320. Voilà, c'est pas sur des petits trucs, c'est sur des volumes importants. Et puis on est parfois dans des sociétés qui sont déjà sous covenant bancaire. Ouais. Donc comment on passe tout ça? Et là, il faut avoir la capacité à faire beaucoup de modèles et générer tous ces modèles prédictibles pour qu'on puisse donner des conseils et des orientations aux entreprises. On peut revenir sur le réglementaire aussi, justement. Comment appréhender, implémenter les solutions qui doivent être conformes aux réglementations? Alors, comment l'implémenter? Le réglementaire, c'est un sujet très fort chez Gide, on l'a compris, hein, qu'on traite de la compta, de l'ERP avec Geoffrey, de la fiscalité, de la trésorerie, du flux financier, on est dedans. Hein. Le réglementaire, c'est ce qui vous occupe, nous occupe tous les jours, donc ça c'est un point majeur et primordial. Il n'y a pas de solution miracle. Comment on l'implémente? André et Sylvain nous expliqueront comment on fait un peu d'innovation, mais il faut énormément anticiper. On revient à l'anticipation toujours. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis capable de prévoir? Ça veut dire quoi? Ça veut dire analyser, ça veut dire échanger, ça veut dire étudier, ça veut dire, oui, aussi un peu anticiper les lois de finances. Je reviens à mon exemple des assureurs. Les assureurs sont super contents, il y a une loi de finances tous les ans. Sauf qu'avant, il y en avait une corrective de temps en temps. Maintenant, on en a 2 ou 3. Ouais. Donc, on en a une en novembre. Ouais, elle est corrigée avec celle de janvier. Et puis, c'est pas gentil ce que je vais dire, mais on a un ramasse-miettes en mars. Donc, du coup, évidemment, comment on fait ça? Ça veut dire qu'il faut 3 fois remettre sur le métier, le travail. Et si on n'a pas des solutions hyper agiles, hyper innovantes pour être capable de faire ça, on ne peut pas. Geoffrey, justement, l'exemple de l'industrie aéronautique est sans doute excellent aussi pour la gestion du rebond. Donc là aussi, c'est quoi les outils, votre réflexion, la proposition faite aux clients autour de cette gestion du rebond? Ce qui est certain, c'est que le rebond passe obligatoirement maintenant par le digital. Je pense que plus que jamais, on a plus. Je crois que c'est McKinsey qui disait que sur les 2 dernières années, on est passé de 30 à 55% d'interactions clients qui sont digitalisées. Donc ça y est, on s'est lancé, on le sait tous. Et par contre, ça change radicalement la manière où on opère et on pilote nos activités. Et finalement, quand on parle de digital et de transformation digitale, c'est le métier. Le digital, il faut le voir plus, et on doit le voir comme un moyen plus que comme un objectif. C'est-à-dire, mais c'est un moyen qui a énormément de capacité. Et finalement, comme vous l'aviez dit en introduction, l'enjeu, c'est vraiment de vous concentrer sur vos métiers, c'est d'avoir l'ensemble des capacités, de l'ouverture qui va vous permettre de vous concentrer sur le métier, qui change radicalement parce qu'il y a cet enjeu autour de la donnée, parce que le rebond passe par la maîtrise de la donnée, alors ce soit bien sûr dans une dimension réglementaire, dans une dimension de sécurité, mais une dimension de valorisation. Plus je vais être capable de valoriser, de comprendre à travers les données les activités de mon marché, mes processus, mes workflows, ma situation financière, la gestion de mon cash, plus je vais être capable d'anticiper, de rebondir et donc d'accélérer. Et donc l'enjeu est là, et une nouvelle fois, nous, c'est à travers notre métier, c'est de construire cette plateforme pour vous aider à vous concentrer uniquement et essentiellement sur votre métier à travers la donnée. C'est ça notre métier. Et donc c'est de simplifier, c'est donner cette ouverture, cette agilité. Je pense qu'on a eu un très bon cas client là dernièrement sur un opérateur mobile français qui avait une solution historique en termes
de comptabilité client et en termes de recouvrement. Et il a besoin de le faire évoluer. Il avait un acteur en place, un acteur du monde ERP majeur au niveau mondial. Mais avec l'arrivée de la 5G, le développement de nouveaux services, le besoin de gérer à la fois des clients qui sont en B2B et en B2C, il y avait une complexité quand même très très importante. Plus un système d'information d'un opérateur français quand même à large échelle. Donc voilà, il y avait pas mal de difficultés. Et finalement, on est rentré en discussion avec eux, avec nos solutions. Et dans cette approche déjà, bien sûr, sur lever l'enjeu et gérer les problématiques métiers. Donc là, on a montré une profondeur et une richesse fonctionnelle qui est basée sur notre savoir-faire à la fois réglementaire et métier finance. Donc là, on a montré une vraie ouverture en limitant au maximum le développement spécifique. Et puis après, on est rentré sur des discussions complètement différentes sur finalement l'ergonomie. Il y a plusieurs types d'utilisateurs qui vont utiliser cette plateforme. Chacun a sa manière de fonctionner, chacun a son type d'usage, chacun souhaite avoir sa personnalisation. Et on a montré aussi avec notre plateforme cette capacité à s'adapter en fonction des différentes organisations de cet opérateur, notre capacité à s'intégrer. Et enfin, il y a une dimension de scalabilité, de capacité, de traitement de volumétrie importante dans un système d'information très très large. Et là, l'ouverture, notre capacité rapide à se connecter aux différents environnements, aux différentes briques du système d'information, fait que on a répondu à dire finalement, concentrez-vous sur cet enjeu de recouvrement et le lancement de la 5G. On va être avec vous pour simplifier et automatiser cette dimension de process de recouvrement. Ça nous amène au cash, Jean-Baptiste. Alors c'était la phrase de l'année dernière, hein. Il y avait deux phrases, il y avait T'es en mute et il y avait Cash is king. Voilà. Exactement. Ça reste sans doute les deux phrases de cette année d'ailleurs. Moins T'es en mute, moins, mais cash is the real king. Oui, le cash, c'est la partie la plus importante. C'est une des grandes préoccupations des directions financières. Alors, d'autant plus qu'il y a un autre terme, on est cash riche. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du cash sur le marché, il y en a beaucoup. Mais il y a une trésorière, une fois, qui a dit c'est pas parce qu'on a beaucoup de cash qu'on doit le dépenser. Absolument, qu'on doit faire n'importe quoi. Absolument. Et on peut le retenir quand même. C'était pas mal. Je pense qu'il n'y a pas easy money makes stupid decisions. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. En tout cas, là, le cash est vraiment très important. Les modèles économiques qu'on avait bâtis sur l'historique, ils ont totalement volé en éclats, on l'a dit tout à l'heure. Avant, on faisait des preuves, c'était simple, il suffisait de reproduire l'évolution historique. Et puis, si on faisait de la croissance, on faisait plus de 5 ou plus de 10%. Si on faisait un peu de décroissance, on ne le disait pas, donc on faisait 0. Mais globalement, c'était ça. Tout ça, ça n'existe plus. Exactement. Aujourd'hui, il faut avoir une approche de la partie cash beaucoup plus pointue, beaucoup plus précise, avec tant des éléments court terme que des éléments très long terme budgétaires. Et ça, c'est un élément important, et Geoffrey et moi, on est là aussi pour ça, c'est que nous, on a une grande annonce à faire, c'est qu'aujourd'hui, on a répondu à ce sujet-là pour les DAF. C'est-à-dire que, en complément de la trésorerie, c'est-à-dire ce que vous appelez, et ce qu'on appelle tous des TMS, qui permettent de gérer la trésorerie au quotidien, aller sous 5-10 jours, ou de la trésorerie budgétaire moyen-long terme, on lance aujourd'hui une solution qui s'appelle Cash Forecasting et qui permet de réconcilier ces deux approches-là. Et qui permet d'avoir, dans une même solution, pour le trésorier, pour la DAF, une visibilité de son cash et court et long terme. Alors, on va me dire que ça existe déjà. Mais tu veux que je te le dise, ça existe déjà. Je ne le dis pas, donc je fais tout seul. Donc, oui, ça existe déjà. Ça existe déjà. Ça existe déjà, mais non, pas tout à fait de la même façon. En fait, c'est une méthode qui vient des anglo-saxons, qui est le fameux 13 semaines. Bon, en gros, c'est un trimestre, hein, soyons clairs. Et on a des méthodes de rolling forecast. Et ces analyses 13 semaines glissantes sont hyper importantes pour les entreprises. Et ça, c'est un chaînon manquant qu'on avait. Parce que soit on tordait le TMS pour faire du rolling forecast, soit on avait de la preuve budgétaire long terme qui n'était pas non plus hyper bien adaptée. Et aujourd'hui, on a une solution qui permet de gérer ce rolling forecast de façon totalement naturelle. Messieurs, mot de conclusion, Geoffrey. Pour conclure, je pense que c'est le moment. Je pense qu'on a une vraie opportunité ensemble et la volonté de Cegid, c'est de vous accompagner une fois pour trouver cette agilité dans vos organisations, donner encore plus de flexibilité à vos process, effectivement gérer cette performance financière. Avec notre approche plateforme, je pense qu'on est vraiment un acteur assez unique sur le marché avec l'expertise que nous avons. Et donc la question, c'est comment ensemble on va chercher cette simplicité. Je crois que c'est
Léonard de Vinci qui disait que la simplicité, c'est la sophistication ultime. Et donc, le digital, c'est aussi ça. C'est allons chercher la sophistication de vos métiers, de vos usages, de vos expériences, de vos fonctions, en cherchant la simplicité. Absolument. Jean-Baptiste? Cette simplicité, aujourd'hui, elle est apportée par le positionnement Cegid. Il y a une offre unique sur le marché. Je suis désolé de le dire aussi ouvertement que ça. Laurent a dit que incontesté. Aujourd'hui, incontestablement, Cegid est le seul à être capable de proposer la totalité de la plateforme sur le marché. ERP, fiscalité, trésorerie, gestion du flux. Le tout dans un système et dans un écosystème unique, cohérent, communicant, pour être capable d'apporter ces éléments-là. Et j'allais dire, et qui s'entend aussi, et en termes de plateforme, comme l'a dit Geoffrey, et en termes de best of breed, même si le terme n'est pas très joli, ça reste néanmoins une possibilité et une opportunité. Le tout en ne dégradant absolument pas ni la performance de la solution à la contribution de la performance de la direction administrative et financière, et en conservant cette capacité d'agilité complète qui est nécessaire pour vous adapter au contexte réglementaire économique actuel. Merci messieurs, parfait. Vous l'avez dit, hein, Jean-Baptiste, vous l'avez dit Laurent d'ailleurs en démarrant, l'innovation est au cœur de l'ensemble de ces solutions que vous pouvez proposer. Donc on va voir ça tout de suite sur l'écran et puis ensuite on en discutera ensemble. Chez Cegid, nous ne cherchons pas l'innovation à tout prix. Nous préférons proposer des innovations utiles, qui ont un sens. Nous puisons notre inspiration dans votre métier et ses évolutions pour imaginer des outils innovants qui vous ouvrent les possibles. Nous travaillons avec les meilleurs partenaires pour concevoir des solutions de gestion d'un nouveau genre qui exploitent les technologies du cloud et de l'intelligence artificielle pour améliorer votre expérience et accroître votre potentiel. Avec toujours le même objectif, révéler toute la valeur de votre métier. Avec Cegid, découvrez de nouvelles solutions de gestion inspirées par votre métier et prêtes pour vous. Cegid, ouvrir les possibles. Bien, Sylvain donc et André, Sylvain Mousset, André Brunetière qui viennent me rejoindre sur scène. Vous êtes respectivement... Bonjour à tous. Bonjour. Respectivement, donc, que je ne me gourre pas, Chief Product and Technology Officer. Ça, c'est André. Voilà. Et Chief Innovation Officer. Ça, c'est toi, Sylvain. Alors, c'était le premier mot de la vidéo qu'on a vu, et à mon avis, ce n'est pas par hasard. Utile, innovation utile. Je crois que Sylvain, c'est un de tes gimmicks depuis de nombreuses années. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça s'incarne? Chez Cegid, on ajoute toujours utile à innovation. Ouais. Donc, quand on pense aux utilisateurs des solutions, en fait, on ne pense pas aux utilisateurs, on pense aux personnes, à l'individu. Bon, ça vient du fait que les habitudes personnelles, celles qu'on a à la maison, dans sa vie personnelle, sont entrées dans le monde de l'entreprise et que donc les logiciels doivent intégrer ça. Et ça, c'est traité par une science qui s'appelle UX, User Experience. C'est devenu une science, et j'aime bien le mot de Geoffrey, c'est une science de la simplicité. C'est-à-dire, comment on ne vous pense plus acteur d'un processus, on vous pense être humain, utilisateur d'un logiciel, et comment vous rendre le plus efficace possible. Pour ça, on fait deux choses. On doit vous donner au bon moment les bonnes informations, et on doit vous fournir la liste des choses les plus importantes à faire maintenant dans le métier que vous faites, là où vous vous trouvez. Voilà, donc pour simplifier, l'innovation utile, c'est une expérience utilisateur efficace. Oui, alors c'est ce mot d'efficace, Sylvain, qui à un moment peut un peu perturber, parce qu'on parle à un humain ou on parle à un robot quand on dit efficace? Je comprends bien la question. Ouais, ben oui. Alors, tu sais, l'homme augmenté, là, on dit l'homme augmenté, mais je suis déjà pas mal, non? Enfin, ça va. Laurent a rappelé que j'étais là en 2005, mais j'étais aussi là bien avant. Et je dois dire qu'en tant que développeur de logiciels, pendant longtemps, on a fabriqué des logiciels qui étaient limités. Et on obligeait les utilisateurs à rentrer dans le truc. Un peu comme des chaussures trop petites, quoi. Et ça a duré longtemps.
Et là, on est entré dans une nouvelle ère où, d'une part, les capacités de calcul, de stockage, les capacités algorithmiques ont beaucoup changé. Et on sait faire des choses qu'on ne savait pas faire avant. Et donc maintenant, c'est le logiciel qui se rapproche de l'être humain. Bon, c'est un peu philosophique ce que je dis, mais les logiciels parlent le langage des humains. Donc aujourd'hui, on peut parler au logiciel. Nous, on l'a fait dans un travail sur un logiciel de paye pour entrer ce qui s'appelle les éléments variables de paye. Il y avait 23 cas où il faut donner une information. Donc avant, on aurait développé 23 écrans de saisie différents qu'il aurait fallu apprendre à utiliser à nos utilisateurs. Là, on a arrêté, on a dit maintenant tu dis ça en français. Exemple, je veux verser une prime de 500 € à Frédéric, qui est de l'autre côté de là-bas. Il suffit de dire ça, ça suffit. Voilà. Ou bien, je serai en congé la semaine prochaine. C'est Sylvain Mousset, la semaine prochaine, on sait ce que c'est, ça suffit. Et donc, le logiciel parle le langage des humains. La deuxième chose où le logiciel se rapproche de l'humain, c'est qu'on n'envisage plus... Au fond, avant, comme le logiciel était limité, il nous obligeait à une relation très exclusive. C'est-à-dire, quand je suis avec mon logiciel, je ne peux rien faire d'autre. Et là, en fait, on envisage le logiciel avec l'être humain qui est placé dans sa dimension sociale collaborative. C'est-à-dire, en même temps que j'utilise un logiciel de finance, de trésorerie, je suis connecté à mon équipe, à mes fournisseurs, à mes clients, à mon banquier, à mon partenaire. Donc Teams, Zoom, tout ce qu'on voudra, mais donc je partage un document, ça va très très vite. Ouais. Ça renvoie aussi à l'interopérabilité des logiciels, la fluidité dont a parlé Laurent tout à l'heure. Donc franchement, maintenant, on a la proposition, c'est inversé. Et ça veut dire que, donc tu as dit UX, User Experience, ça veut dire qu'en sous-jacent, c'est alors ces fameux deux mots-clés maintenant de la tech, le big data et l'intelligence artificielle. Oui, parce que bon, pour parler le langage des humains, il faut de l'intelligence artificielle. Pour pouvoir recommander une liste d'actions urgentes ou importantes à faire, il faut beaucoup de data et de l'intelligence artificielle. On peut appeler ça de l'UX de recommandation. Ouais. Je te recommande ce que... Bon. Comment on fait? Alors, on peut soit observer ce que fait une personne, ses habitudes à lui. Chaque vendredi matin, il fait ça. Ou bien, on observe les habitudes de tous les utilisateurs, quelle que soit l'entreprise, et on en déduit ce qu'il faut recommander. Donc là, on est dans l'UX de recommandation. Alors, on pourrait aller un pas plus loin, qui serait l'UX de prédiction. C'est-à-dire, je te prédis ce qui va t'arriver. Que vendredi prochain, tu ne feras pas ça. Voilà. Fais gaffe, vendredi prochain, il y a un incident qui va se produire. Alors là, c'est plus sophistiqué. Ouais. Et donc, là, tout à l'heure, on parlait d'éthique. Il y a deux dangers à la prédiction. Le premier, c'est le danger de l'évidence. C'est-à-dire, si je ne te prédis que des trucs que toi-même, tu vois tous les jours, mon algorithme, franchement, il ne sert à rien. Et puis, il y a le danger de l'opacité, ouais. C'est-à-dire, je te prédis quelque chose et tu ne comprends absolument pas pourquoi je te prédis un truc pareil. C'est peut-être vrai, mais comme je ne le comprends pas, je ne te crois pas. Et donc, je ne tiendrai pas compte de ta prédiction. Et donc, mais ça, on va en reparler, les gars, parce que s'il nous reste un peu de temps, on va en reparler, parce que je pense que c'est ça, ce deuxième danger est au cœur des réflexions des directions financières en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Voilà. André? Oui, je pense qu'on a déjà intégré un peu d'intelligence artificielle dans nos produits, notamment pour automatiser un certain nombre de tâches répétitives, pour digérer l'information sans faire intervenir l'humain. Et peut-être tu peux parler de, effectivement, comment ça, finalement, se retranscrit dans les écrans. Ouais, donc oui, bon, d'abord, c'est une tendance, c'est-à-dire que de plus en plus, les données vont arriver dans les systèmes de gestion de manière automatique. C'est des flux, les flux des banques, la facture électronique. La saisie manuelle, ça va totalement disparaître. Hein. Les flux vont intégrer. Donc, plus il y a de flux, plus il y a d'hétérogénéité de cas. Ouais. Et ça signifie, d'une part, que on a déjà commencé à traiter ça, mais avec des outils qui sont des moteurs de règles. Et ça ne tient plus, parce qu'il y a trop de règles à écrire, on n'arrive pas à les écrire. Et donc, il faut des outils de machine learning, c'est-à-dire des algorithmes apprenants qui vont être capables d'apprendre tous les nouveaux cas qui se produisent et les traiter. Alors, donc, ça marche, mais il y a un petit plus qu'il faut ajouter, c'est que ça ne marche pas dans tous les cas.
Et donc, là où l'intelligence artificielle doit être d'un secours, c'est à identifier les anomalies ou les suspicions d'anomalies. Et dans ce cas-là, rendre la main à l'humain. Ouais. On dit ça « when human needed ». À un moment donné, soit il y a un doute, soit on est sûr, soit l'algorithme détecte une vraie anomalie, et je rends la main à l'utilisateur. Et là, l'UX doit être très performante, parce qu'on est dans des cas d'exception où on va chercher l'expertise de l'humain, et donc il faut l'aider à traiter ces cas d'exception. Si vous avez 1 million de lignes à traiter et qu'il y a 1000 anomalies, il y a 1 pour 1000 d'anomalies, il y a quand même 1000 anomalies. 1000 anomalies dans un système de finance, c'est une catastrophe. Mais il faut quand même les traiter. Mais il y a aussi cette idée que si tu commences à faire ça, tu vas saturer l'utilisateur de messages. Alors comment on gère ça? Ouais. Alors, il y a un sujet sur l'UX, c'est que dans un premier cas, il faut qu'elle apprenne à se taire. C'est-à-dire que les logiciels, ils sont trop bavards. Et donc, on reçoit trop de notifications, etc. Donc, premièrement, faisons se taire les logiciels. C'est la première idée. Voilà. Et tu as dit tout à l'heure, l'UX, c'est une science. Peut-être que tu pourrais parler de notre pratique de cette science chez Cegid. Alors, j'ai découvert ce que on avait senti qu'il se passait ça. J'ai créé cette équipe chez Cegid. Aujourd'hui, on a une équipe de spécialistes du sujet. Donc, c'est une vraie science parce que c'est des formations spécifiques. Hein. Ce sont des gens qui travaillent là-dessus, viennent du monde de la psychologie du travail, des sciences cognitives. Tout à fait. Et donc, il y a plein de méthodologies qui ont été développées là-dessus. Et donc, c'est des méthodes de travail. Et pour moi, l'élément clé qui répond peut-être à la question que tu te poses, Stéphane. Sur la black box. C'est que pour faire travailler bien les UX, eux, leur seule demande, c'est de rencontrer les utilisateurs. Ces démarches, à la différence des développeurs d'avant, je les ai bien connus, c'est que ce sont des démarches ouvertes. Soit très en amont dans le cycle de conception d'un produit, au moment où on imagine le produit, soit un peu plus en aval, au moment où on a commencé à le développer. Et on est en train de développer une interface qui va être utilisée très souvent par les utilisateurs. Et là, on va aller vérifier qu'on est en train de le faire comme il faut. Et donc, c'est une démarche ouverte. Et donc, on vous sollicitera. Je vous invite à venir travailler avec nous quand on vous sollicitera sur ces sujets-là, parce qu'on a besoin de comprendre ce que vous avez envie de faire et comment vous avez envie de le faire. Voilà. Mais, alors, juste toute petite question, et après on discute ensemble, André, mais il faut que ça reste ouvert ensuite. C'est-à-dire, dans la salle, là, il y a des gens, ils sont gardiens du chiffre. Ouais. Et il faut qu'ils restent gardiens du chiffre. Et donc, ok, vous allez discuter ensemble, lui, etc. Mais il faut que, enfin, je pense, à chaque instant, ils puissent comprendre pourquoi, enfin, évidemment, dans la mesure du possible, comprendre pourquoi. Le résultat est le résultat que... on s'accorde à sortir ensemble. Donc, il faut traiter... J'ai parlé d'opacité tout à l'heure. Voilà, si un algorithme est opaque, c'est un mauvais algorithme. Ouais, et donc, il faut absolument de la transparence dans les algorithmes, d'un point de vue éthique, hein, parce qu'il peut y avoir des biais cognitifs, mais aussi d'un point de vue d'usage. Il faut que l'utilisateur... On l'a fait dans nos équipes retail. Vous savez qu'on a une spécialité retail chez Cegid. Et... il y avait une équipe qui avait travaillé sur des recommandations pour développer des opérations commerciales censées augmenter le chiffre d'affaires. Et parfois, on aboutissait à un calcul qui disait, si tu baisses ton prix de 10%, tu augmentes ton chiffre d'affaires de 20%. Mais si on ne sait pas expliquer pourquoi, je vous assure que le commerçant, il n'y va pas du tout. Hein. Il n'y commence pas, parce qu'il dit, non, moi, je ne joue pas ton truc. Donc la capacité de transparence à expliciter comment on a abouti à tel résultat, pas par une formule magique. La preuve, c'est très important. C'est éthiquement... Je peux rajouter un on est là pour ça, André. Je vais faire une petite analogie. Et je crois que c'est très important. Enfin, je voudrais pas, mais je crois que c'est très important pour eux. C'est facile pour moi, moins pour certains. On se remet 40 ans en arrière ou 30 ans en arrière. Début des calculatrices. Est-ce que quelqu'un sait comment ça se passe dans les micro-transistors? Non, mais André, je peux refaire l'opération. Si tu veux, la calculatrice, elle fait gagner du temps, mais ok, je me mets sur ma feuille, je vais faire l'opération. D'ailleurs, je le fais de temps en temps. 17 324 712 multiplié par 273. Ça va prendre un peu de temps, mais je vais y arriver. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a gagné la confiance même. Je dirais ce qui se passe dans les lignes de code d'un tableau Excel, personne ne le sait vraiment. Mais on a gagné de la confiance sur le résultat
à cause de deux choses. Un, parce que l'expérience a été répétée des milliards de fois, elle donne toujours le même résultat et on gagne de la confiance. Et puis deux, parce qu'il reste, et j'imagine que vous, dans les fonctions financières, vous savez ça, il reste notre capacité d'œil de lynx. C'est-à-dire, quand ça ne répond pas en ordre de grandeur ou en quantité à ce qu'on imagine, on se dit, il y a quelque part un truc qui cloche. Et je pense que cette deuxième fonction, elle va être essentielle quand on va basculer dans l'intelligence artificielle. On va gagner en confiance au fil du temps parce qu'il y aura de plus en plus d'essais, plus en plus de réussites et on y croira de plus en plus. Mais si on perd l'œil de lynx, là, effectivement, on peut aller vers de grosses bêtises. André, impact, parce que c'est l'autre élément, impact de tout ce qu'on vient de se dire sur les organisations. Est-ce qu'on peut projeter la petite image que j'avais mise ? Alors, pour ceux qui connaissent cette image, c'est un peu de la datation au carbone 14, parce que c'est un film des années 50-60 qui s'appelle Playtime. Et je voulais la présenter parce que je trouvais que c'était le bel archétype de ce qu'était l'utilisateur au début des logiciels de gestion. Ouais. En fait, l'utilisateur ne se servait pas du logiciel, c'est le logiciel qui se servait de l'utilisateur. C'est-à-dire, sans utilisateur, le logiciel n'était rien, parce qu'il fallait quelqu'un qui saisisse de l'information dedans pour que, effectivement, le logiciel apporte une quelconque information. Donc, Sylvain l'a déjà dit, cette action de saisie, elle s'est déjà beaucoup diminuée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de communication entre systèmes. Dans notre jargon, on appelle ça le machine-to-machine, qui fait que le rôle de l'utilisateur de saisie a diminué. Il reste encore une part d'information dite analogique, des papiers essentiellement. Aujourd'hui, déjà, cette part diminue de plus en plus. La facture électronique qui va arriver va encore la faire diminuer. Mais même quand elle est analogique, aujourd'hui, on a toute capacité avec la technologie à ne pas faire intervenir l'humain pour que ces données soient rentrées dans les systèmes. Mais il va se passer encore autre chose, parce que même quand on avait ce machine-to-machine, on laissait derrière un humain qui allait contrôler que tout s'était bien passé, contrôler les flux, vérifier s'il y avait des erreurs, traiter les rejets, etc., etc. Et même ça, avec l'évolution de la technologie, ça va disparaître. Et donc, il y a quand même tout un pan d'activité qui existait dans les entreprises et qui va disparaître. Je vais prendre une comparaison avec une activité qui ne fait que ça, c'est le monde de l'expertise comptable, où il y a environ, dans le monde de l'expertise comptable, à peu près, c'est 100 000 collaborateurs dans les cabinets qui travaillent là-dessus. La prédiction qu'on a construite avec cette profession sur l'impact sur les effectifs, c'est une diminution de 50% des effectifs, le fait qu'il n'y ait plus ça à faire, et donc qu'on ne se concentre que sur le reste. Donc c'est quand même vraiment significatif. Et donc, c'est un gain de productivité considérable. Non, j'étais en train de penser à la réinvention des métiers que ça implique, mais c'est d'abord un gain de productivité considérable. C'est un gain de productivité considérable. Je pense qu'il faut y réfléchir un petit peu avant de dire super, je vais diviser mes équipes par deux. C'est ça. Je pense que, parce qu'en parallèle de ces actions de saisie de contrôle qui disparaissent du spectre de l'action humaine, en parallèle, il y a une multiplication des données qui est énorme. C'est-à-dire que les sources de données qu'on peut rentrer dans les systèmes, elles sont de plus en plus importantes. Et donc, on a traité le problème de les rentrer dans le système. Maintenant, les données, il faut quand même les analyser, les rendre intelligibles et utilisables pour les acteurs qui vont avoir à prendre des décisions sur la base de ces données. Et ça, c'est des nouveaux métiers. Beaucoup plus qu'avant, parce qu'avant, finalement, c'était assez simple à utiliser puisque la donnée était relativement rudimentaire. Dès lors que la donnée devient beaucoup plus riche, c'est un vrai travail que d'en faire quelque chose d'intelligible. Je vais prendre l'exemple de ce que Jean-Baptiste et Geoffrey nous présentaient. Vous voyez un peu l'ensemble des systèmes qu'on a dans une direction financière qui apportent de l'information, de la trésorerie, de la fiscalité, des immobilisations, etc., etc. Tout ça, finalement, aujourd'hui fonctionne de plus en plus avec de la donnée en temps réel. Effectivement, on a une espèce de profusion de données et la capacité à digérer, transformer, mettre à disposition des décideurs la donnée, ça va être de plus en plus de compétences. Donc effectivement, il y a un vrai déplacement des compétences de métier de contrôle de la donnée à métier de transformation de la donnée pour la rendre utilisable. Et d'émission de la donnée, non ? C'est-à-dire que cette donnée dont tu parles, c'est aussi finalement ta grande fragilité. Il faut qu'au départ, elle soit juste. Elle soit, voilà. C'est vrai, et la fiabilité, notamment dans cette saisie automatique qu'on confie à des algorithmes ou à de l'intelligence artificielle, on peut s'interroger sur la fiabilité. Là, si on a fait des mesures,
Je vais reprendre l'exemple de la profession comptable, qui est pour nous un exemple intéressant, parce que c'est là où on a le plus de volume d'informations non digitalisées, puisque c'est souvent les TPE, et c'est peu digitalisé, qu'on transforme en informations digitalisées. Donc on a comparé l'homme et la machine. Ça fait toujours peur quand on dit ça, mais à un moment, il faut bien faire ces comparaisons. En termes de taux d'erreur par rapport à des algorithmes de moteurs de règles et d'intelligence artificielle d'un côté, et puis de la saisie humaine et du contrôle humain, on est à peu près à 7% d'erreurs côté humain et on est à 3% côté machine. Donc effectivement, on fait encore des erreurs côté machine, mais moins côté humain. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des erreurs, mais il y en a dans les deux cas. Donc ce n'est pas 100% de fiabilité, mais on gagne en fiabilité et en plus en productivité. Enfin, ça me fait penser à la voiture autonome où tu as 3 millions de morts par an sur les routes de France, mais dès qu'il y a un accident avec une voiture autonome, on se dit « Ah mon Dieu, elle n'est pas fiable !» Voilà. André, donc, est-ce que tout cela ne va concerner que quelques initiés dans l'entreprise? Alors, je pense que il y a toute l'idée aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a plein de sources d'informations qu'on fait rentrer dans le système. Et d'une part, et d'autre part, aujourd'hui, tout décideur opérationnel n'arrive pas à défendre ses projets sur sa simple conviction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas avec des cases étayés sur des faits et des chiffres, on n'arrive pas vraiment à défendre son cas. Et donc, la fonction financière qui un peu gouverne toutes ces données et sait lui donner de la valeur, elle va avoir un rôle essentiel dans l'interaction avec les opérationnels pour arriver à construire ces cases qui permettent de construire non pas la conviction de l'acteur opérationnel, mais la conviction collective de tous les décideurs pour y aller. Et donc, effectivement, sur ce rôle-là, il va y avoir besoin de beaucoup plus partager la donnée, et parce qu'effectivement, les projets se gagnent avec de la conviction, mais aussi avec des datas. Mais là, on ouvre un champ dont on va parler d'ailleurs dans la table ronde qui va venir après la pause qu'on va vous accorder. On ouvre un champ aussi absolument passionnant, parce que ça veut dire que la direction financière va ouvrir, va partager, va recevoir, va donner. La vidéo du départ, là, c'est bon de dire oui. Ça s'adresse évidemment à des directions financières qui souvent n'en peuvent plus dire non. Donc voilà, c'est tout cela qui est en transformation. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a beaucoup de données. À un moment, il faut les consolider, les agglomérer pour avoir la vision globale de l'entreprise. Ça, c'est évident, ça reste une donnée hypersensible, peu partagée. La donnée globale de l'entreprise, c'est réservé à des initiés au sens que lui donne l'autorité du marché financier. Donc, ça reste quelque chose d'extrêmement sensible. Maintenant, comme on a ce foisonnement de données, on peut non seulement l'agglomérer, la consolider, qui était un peu le fonctionnement de base des produits avant, mais on peut aussi la découper, l'analyser dans un angle différent de celle dans lequel elle a été acquise, et ainsi mettre à disposition de l'information à tous. Maintenant, et c'est un point important, et je suis sûr que Stéphane, ça va te parler en tant que journaliste, quand il y a beaucoup de données, quand il y a beaucoup de modèles qui essayent de transformer ces données en quelque chose, des prédictions, s'il n'y a pas l'œil de lynx, alors que je vais appeler autrement, c'est-à-dire le discernement, c'est-à-dire finalement, dans tout ça, qu'est-ce que je ressens moi comme vraiment pertinent, que d'inutile ou de complètement à côté de la plaque, eh ben, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que la direction financière, ça ne va pas être juste une garde de triage des données qui va transformer de la donnée qui vient d'un endroit à une donnée autre, accessible à un autre endroit, mais aussi il y aura cette fonction de discernement qui sera d'autant plus essentielle que effectivement, c'est des algorithmes de machine learning qu'on tournait avant, et que si on n'a pas de nouveau cette capacité à dire ouais, mais est-ce que tout cela a du sens? Est-ce que par rapport à ce que je connais moi, il n'y a pas quelque chose qui déconne? Eh bien, effectivement, on risque d'aller vers des fausses pistes. Et ça, c'est important, et j'imagine qu'on le vit pareil dans le monde de l'information, puisque des informations, il y en a partout, des plus ou moins informations, on pourrait même dire, des algorithmes qui prédéfinissent ou présélectionnent ces informations, il y en a aussi beaucoup, et il faut faire le tri dans tout ça. André, enfin, pardon, mais moi j'appelle ça le bon sens vis-à-vis des jeunes journalistes qui viennent et qui discutent de ça avec nous, et à la fin, et j'appelle ça faire son métier en fait. Oui. C'est un métier finalement. Ton discernement, c'est ce qui va faire que tu es bon ou que tu es mauvais dans ton métier. Et être assisté pour faire ça, finalement, c'est aller encore plus loin sans doute dans le potentiel du discernement. Mais je pense que c'est vrai, mais on ne naît pas bon dans ce métier. C'est-à-dire ça ne vient que parce qu'on a c'est l'expérience, l'apprentissage, voilà. Mais voilà. évidemment, bien sûr. Heureusement, il nous resterait quoi sinon oui.
Bon, 3 minutes, un mot de conclusion. Conclusion je pense que sur ces données, effectivement, une forte automatisation, robotisation de tout ce qui est acquisition et contrôle de données qui effectivement interroge les rôles dans les entreprises qui font ça. Deuxième chose, c'est beaucoup plus de données à analyser et à redistribuer, et donc d'une part des outils pour le faire, et on travaille beaucoup là-dessus, et d'autre part un rôle essentiel de l'humain sur le discernement. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Sylvain, en conclusion. Moi, je veux dire à nos clients qu'on est dans un très bon momentum. C'est-à-dire que pour moi, il y a eu le passage vers le cloud, je dirais saison 1, c'est-à-dire on se donne des capacités très élastiques de calcul, de stockage, d'agilité. Les logiciels évoluent avec, sont devenus très agiles, interopérables, on peut parler d'un cloud à l'autre. Et maintenant, on arrive avec ce travail autour de l'intelligence artificielle, du big data, etc. Donc il y a plein de choses nouvelles qui vont se produire. Et donc là, bon, on vient de sortir d'une crise un peu délicate, mais on a un super momentum. Du point de vue de l'adéquation entre la complexité, l'évolution de plus en plus rapide de l'environnement et ce que les outils permettent de faire. Et donc, moi, je dirais qu'il faut y aller, il faut tester des choses. Peut-être on se trompera 2-3 fois, mais il faut s'engager là-dedans parce que le momentum est bon et donc il y a 1 ou 2 coups d'avance à prendre maintenant. Voilà. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on va y aller. Hein. Ouais, non, mais juste pour finir, puisque tu parlais des logiciels de paix en démarrant, regardez si vous en avez le temps un petit peu ce qui se joue dans la campagne présidentielle, parce qu'il se joue quand même des choses très très intéressantes. Je suis frappé de ce que tous les candidats, quand ils parlent de pouvoir d'achat, quand ils parlent de redonner de la valeur au travail, qui est quand même un sujet clé dans notre pays, tous vont essayer de trouver des formules qui vont défiscaliser à la marge, trouver une prime supplémentaire, etc. Le système en lui-même du salariat, en fait, est coincé. Et donc, ils vont essayer de le contourner par tous les moyens. Et forcément, on aura besoin de vous pour suivre. Voilà, ça va être ça le truc. On sera là. Ouais. On sera là. Bon, les amis, une petite pause. Et puis, on se retrouve dans une demi-heure, je crois, à peu près, pour une table ronde où, justement, on ira un peu plus loin sur l'ensemble de ces sujets. Ensemble pour continuer à débattre, discuter autour de la digitalisation de la fonction finance, autour de la transformation de vos métiers, autour de l'accélération des flux, des données, des événements, bref, de tout ce que vous vivez et autour aussi peut-être, je le disais en démarrant et j'y tiens vraiment, de la responsabilité à mon avis très très importante que vous avez tous, de transformer le monde, particulièrement les banquiers. Voilà. Donc, 3 quarts d'heure à peu près de table ronde autour des questions dont j'espère quelles sont les questions que vous vous posez. Et j'espère qu'à travers ce moment d'échange, de partage, vous allez pouvoir retrouver des situations qui correspondent à ce que vous êtes en train de vivre. Stéphanie Oswald est avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Directrice expertise comptable BFR et cash management pour Grant Thornton. Thomas Courtois, donc bonjour Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes le patron de Nickel, donc aujourd'hui filiale de BNP Paribas. Nickel, le compte pour tous, mais c'est plus la fonction finance au cœur de Nickel que le rapport aux clients bancaires, évidemment, qui va nous intéresser. Frédéric Guibet, bonjour Frédéric. Bonjour. Directeur MOA, comptabilité, actuariat pour AG2R La Mondiale. Je pensais à... Pardon, mais de la même façon, c'est un autre élément qui me passionne et qui vous concerne aussi au premier chef d'ailleurs, hein, autour des actuaires. On en disait un mot, Frédéric, c'est que... Alors, on disait tout à l'heure 6% de croissance, en fait c'est même 6,25 maintenant, ça s'accélère. Très franchement, enfin, il n'y a pas un conjoncturiste, un prévisionniste qui avait ça dans le viseur. Oui, on parlait de rebond, mais tiens, par exemple, à COFAS, il parle d'une reprise en V+. C'est même plus un V, c'est un V+. Ça veut dire que les instruments de politique monétaire, hein, c'est ça qui, les banques centrales, sont à ce point puissantes aujourd'hui qu'elles ont, d'une certaine manière, éliminé peut-être le risque classique de l'activité.
Production, surproduction, dépression, production, surproduction, dépression. Et ne reste, Frédéric, que des risques. Moi, je réfléchissais à ça, des risques presque ancestraux, c'est-à-dire la massive cyberattaque, la crise de compétences, qui pour travailler, pourquoi pas crise de matières premières, la pandémie évidemment, ensemble de risques qui vont être de plus en plus inassurables. Oui, effectivement, avec des montants, dans ces cas-là, d'indemnité considérables. Et une vraie question sur la capacité des assureurs, notamment, à pouvoir assumer ce type de risque. Ouais. Et on sent effectivement, en tout cas moi, c'est mon approche, que de plus en plus, c'est l'État potentiellement qui pourrait être amené à prendre en charge au moins une partie de ces risques. Partie de ces risques, ou en tout cas en collaboration avec vous. Parce qu'il y aura toujours besoin des actuaires pour calculer la réalité de ces risques. Pour essayer de calculer. Pour essayer de calculer. Et puis André Brunetière qui reste avec nous. Alors, phrase qu'on a entendue sans doute 100 fois, Covid, accélération des tendances. Et notamment sur la transfo digitale, et je pense qu'on l'a très bien démontré dans la première partie de cette matinée. J'ai envie de vous demander, mais vraiment un point précis. Sur quel point précis est-ce que vous avez noté une accélération dans vos organisations? Stéphanie, je commence avec vous. Pour le coup, moi je suis chez Grande Tantin, donc cabinet d'expertise comptable, audit et conseil. Donc c'est vrai que la transformation digitale, nous on l'avait appréhendée déjà depuis quelques années parce que notre métier s'est fondamentalement transformé. Donc c'est vrai qu'on avait... alors, je ne dis pas qu'on avait prévu ce qui allait arriver, mais en tout cas, on était quand même bien équipés. Et par contre, c'est plus vis-à-vis de la relation qu'on avait avec nos clients, le fait qu'on a travaillé de façon beaucoup plus collaborative et de façon digitale, collaborative, on va dire. Et en fait, c'est sur ces éléments-là où on a concrètement accéléré, c'est-à-dire que on a exploité davantage les outils qu'on avait déjà chez nous, en fait. Que ce soit en termes de partage d'informations, de travail collaboratif, de partage, de répartition de rôles aussi avec nos clients. Et en fait, eux, c'est ce qu'ils recherchaient justement avec cette période de crise où il fallait être réactif. Donc c'est vrai que l'expert comptable était aussi un des acteurs qui a été très, on va dire, sollicité pendant cette crise Covid. Et du coup, on s'est attaché à exploiter vraiment les outils qu'on avait à disposition pour répondre au maximum à nos clients en tout cas. Vous avez été plus que sollicité, vous avez tenu une partie de l'ensemble de ce que le pays a mis en œuvre, c'est-à-dire sans vous et sans les banques, parce que on a sans arrêt parlé des banques. S'il n'y avait pas les experts comptables derrière pour traduire, on en parlait, l'ensemble des flux d'informations qui venaient de l'administration, les choses ne se seraient pas aussi bien passées qu'elles se sont passées. C'est sûr que les clients attendaient beaucoup de nous. C'est vrai qu'ils étaient, on va dire, aspergés de nouvelles dispositions, de nouvelles réglementations, de nouveaux dispositifs. Il fallait pouvoir l'appliquer en fait à chacun de nos clients dans les contextes particuliers qu'ils vivaient, dans les secteurs d'activité aussi, qui n'étaient pas tous logés à la même enseigne. Donc il fallait vraiment que sur ces points-là, on soit présent. Et... Jusqu'à aller chercher ce qui passait à côté, en plus d'un certain nombre de dispositifs. Oui, exactement. Moi j'ai vu ça, mais là, attendez, ça vous concerne, allez-y, prenez-le. Exactement, voilà. Parce qu'en fait, les dirigeants, pendant cette période de crise, que ce soit aussi les directeurs financiers, je pense qu'ils n'y voyaient plus très clair non plus. Donc on avait aussi un gros rôle de partage de l'information. Et c'est vrai que ces aspects digitaux, collaboratifs, ça a facilité énormément on va dire la crise, en tout cas la gestion de la crise. Donc pour vous, Stéphanie, c'est la relation client en fait qui s'est transformée. C'est ça, si je résume, voilà, vraiment l'élément de transformation, c'est la relation client. Je dirais que voilà, c'est vraiment l'accélération sur la façon de travailler avec nos clients qui s'est un peu accélérée du coup. Qui s'est transformée, non, mais on y reviendra. On y reviendra parce qu'on a un peu de temps, je veux plus de détails quand même. Thomas, un élément de transformation digitale. Alors nous, la relation avec nos clients, elle est déjà nativement très digitale. On est il y a 7 ans grâce au digital. En revanche, ce qu'on a observé en interne, c'est une vraie hybridation des modes de travail avec des équipes qui vont travailler de chez eux ou au contraire au bureau, et tout ça se mélange. Et donc, il faut qu'on soit capable de partager les informations de façon beaucoup plus dématérialisée, rapide, fluide. Et voilà le vrai changement que nous, on a pu observer. Parce que ça va rester, pour toi, il n'y a aucun doute. Ah oui, ce mouvement, en tant que CEO. Bien sûr, ce mouvement, il est irrémédiable. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait la preuve qu'on était tous capables de travailler
une partie de son temps à la maison, une partie au travail. Et d'ailleurs, on y trouve des bénéfices dans les deux, différents. Et donc, je pense que dans toutes les organisations ici, dans cette salle aujourd'hui, je suis sûr que personne ne reviendra en arrière sur cette hybridation des façons de travailler entre télétravail et présentiel au bureau. C'est rien, il faudrait presque faire un sondage. Et il y en a qui se posent la question quand même, dans les deux sens d'ailleurs, d'une forme d'exclusion, d'une forme de full télétravail ou presque, non, je veux tous les retrouver au bureau, je les veux tous autour de moi. Je pense qu'il faut toujours se méfier des excès. Moi, je crois que vraiment ce qui va s'imposer, c'est une voie médiane qui est grosso modo une moitié du temps au travail, une moitié du temps de chez soi. Je pense que c'est les modèles qui s'imposent le plus, entre 2 ou 3 jours de télétravail par semaine. Je pense que c'est la majorité de ce qu'on peut observer. Mais en tout cas, cette nouvelle façon de travailler impose effectivement des modes de travail plus digitaux pour être capable d'échanger avec toutes les autres directions de l'organisation, ça c'est sûr. Tout à fait. Frédéric ? Moi, ce qui me frappe, c'est quand on regarde le portefeuille projet d'un groupe comme le nôtre, on s'aperçoit que sur les 3/4 des projets qui ont été menés ou qui sont en cours cette année, on en a bien, sur les 3/4, la plupart ont des aspects digitaux. Et même sur un sujet, par exemple, j'ai donné un exemple, on vient de changer d'outil sur la partie expense, les notes de frais. Nous, on a à peu près 3000 collaborateurs qui sont sur les routes quand ils peuvent être sur les routes. On avait besoin de changer d'outil. On a mis en place une solution avec de la mobilité pour permettre aux commerciaux de faire leurs notes de frais directement sur leur portable avec de l'OCR qui nous permettra derrière une reconnaissance de caractère, et on en a tiré effectivement des gains de productivité relativement importants. Donc j'allais dire, même sur des projets entre guillemets qui ne sont pas forcément sur la relation client, mais qui sont beaucoup plus entre guillemets dans le fond de la soute, on voit qu'on peut mettre et on a une pression forte pour passer sur des outils avec plus de digitalisation. Et ça, c'est une pression alors ceux qui sont sur les routes, c'est les agents généraux, j'imagine, c'est ça, les commerciaux, oui. Les commerciaux, ouais. Et c'est de la base que vient la pression en fait. Oui, ils voulaient, c'est plus de services pour les. Alors il y a deux choses, c'est à la fois plus de services pour les gens qui effectivement font leur note de frais. Il y a aussi derrière des enjeux de gain de productivité, parce que nous, ça nous a permis notamment de faire des économies en termes de jour homme sur le traitement comptable de ces factures. Donc, il y a ce double aspect. Répondre aux besoins éventuellement des clients internes, mais aussi toujours en garder en tête cet enjeu autour de la productivité. André, on l'a pas fait exprès, mais tu as une palette là assez formidable. En fait, finalement, je pensais une chose, et je pense que j'ai plutôt envie de parler de la transfo digitale maintenant, c'est-à-dire qu'on est dans la phase de reprise. Et je pense notamment dans les systèmes financiers de gestion, parce que on les a conçus depuis 30 ans pour aider les entreprises à être sous tension. Ouais. C'est-à-dire, on cherchait à tout optimiser, le stock zéro, etc. etc. Là, il n'y a pas besoin de les mettre sous tension. Ouais. Elles le sont d'office par rapport à la croissance échevelée qu'on est en train de voir. Et donc, on va sûrement avoir à réfléchir, et avec vous, parce que je pense que c'est une vraie réflexion commune sur comment, justement, c'est des produits qui aident à trouver les marges de manœuvre. L'idée du stock zéro aujourd'hui, l'exemple que tu donnais tout à l'heure sur l'industrie aéronautique, maintenant j'aimerais que tu aies un stock qui soit égal à ce que je vais te commander en plus. Ouais. Donc, et c'est certainement des réflexions qu'on va avoir de plus en plus. Alors, juste un mot là-dessus. Il se trouve que j'ai discuté de ça avec ceux qui sont quand même les rois du stock zéro ou du juste à temps, c'est-à-dire Ikea. La patronne d'Ikea a eu cette formule, elle dit en fait on est passé du juste à temps au et si jamais. Oui, exactement. Et si jamais. Et ça, je dirais qu'on a les données pour y penser, on a ce qu'on appelle la business logic, c'est-à-dire tout ce qu'on construit comme algorithme dans le produit. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on le repense avec vous, parce qu'il y aura sûrement des nouvelles questions que se posera un directeur financier qui ne sont pas celles sur lesquelles il trouve d'habitude des réponses dans les produits. Ah bah oui. Ah oui, et je pense que la question du prix du stock, de la gestion du stock, qu'est-ce que ça me coûte, mais qu'est-ce que ça me rapporte? Là, je crois que les mindsets se sont totalement. Les mindsets se sont totalement renversés. Stéphanie, revenons sur cette relation client. Et André, je voudrais ton commentaire aussi là-dessus. Alors, c'est le petit chef d'entreprise qui parle. Mais quand même, on est 3,5 millions. Il y a un colloque singulier quand même. Il y a une relation très particulière entre le chef d'entreprise, de petite entreprise et son comptable. Et ça, est-ce que ça passe par la digitalisation ? Je pense que la digitalisation en fait, nous aide à mieux accompagner nos clients dans le sens où
avant, l'expert comptable, quelque part, il crée de la donnée. Il était là pour sortir des comptes annuels, les liasses fiscales, etc. Ok, aujourd'hui, il devait aussi tenir la comptabilité, tenir les livres de comptabilité de l'entreprise. Donc, il passait un temps, mais on va dire assez incroyable sur ces aspects-là. Aujourd'hui, on n'est plus que faiseur, ou en tout cas, on n'est plus là pour créer de l'information. Et la digitalisation nous aide énormément parce qu'on a de la chance quand même aussi dans notre métier. On voit ça comme une chance, c'est qu'on a un panel d'outils qui nous permettent de nous repenser. Donc on utilise, et c'est un peu tout l'enjeu aussi des cabinets comptables, mais il faut savoir utiliser les possibilités qui sont offertes par justement tous ces outils pour pouvoir aussi aborder nos clients et miser et en tout cas focaliser notre expertise sur le conseil, sur l'accompagnement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est grâce à la digitalisation, eh bien l'expert comptable, il dégage un temps conséquent pour vraiment être le conseil, le partenaire de ses clients et pouvoir les accompagner au mieux et aussi avec une certaine réactivité. C'est vrai que dans nos méthodologies, dans nos méthodes de travail, dans les outils qu'on va exploiter, on peut nous aussi être beaucoup plus réactifs par rapport à nos clients et ça c'est le gagnant-gagnant, j'ai envie de dire, à la fois pour nous, experts comptables, et pour les clients qu'on peut accompagner. Thomas, j'avais qu'est-ce qui s'est transformé radicalement et sur quoi est-ce que tu sens qu'il n'y aura pas de retour en arrière? C'est la même chose, tu restes sur l'idée du télétravail ou tu as un autre élément où tu te dis là, ça y est, c'est fait. En un an et demi, on s'est plus transformé là-dessus que... Oui, bien sûr. Du coup, comme on a dû travailler, apprendre des nouveaux modes de travail très vite, on a aussi développé des outils pour ça. Donc je vais prendre quelques exemples très concrets. Mais par exemple, on a digitalisé tout notre système RH. Un truc tout bête, mais les fiches de paye, on ne pouvait plus les distribuer au bureau. Donc on les a tout de suite digitalisées, mis dans un espace dédié. Et on a digitalisé comme ça quelques process. Je pense par exemple à tout notre process achat. Donc on a pris un module de e-sourcing pour être capable de gérer nos appels d'offres, d'analyser, dépouiller les offres, analyser les fournisseurs, etc. Ça, c'est un autre exemple très concret de ce qu'on met en œuvre pour pouvoir travailler très différemment entre nous. Mais c'est quand même, pardon, mais les cordonniers les plus mal chaussés, parce qu'une boîte 100% digitale comme Nickel et pas la digitalisation de la feuille de paie, c'est... Assez paradoxalement. J'en reste comme deux ronds de flanc. Assez paradoxalement. C'est paradoxal. Voilà, mais donc c'est l'une des toutes premières choses qu'on a faites, évidemment. Super important. Mais voilà, donc on a développé différents modules comme ça. En ce moment, on travaille à complètement digitaliser tout notre processus d'élaboration budgétaire pour pouvoir partager avec toutes les directions, les objectifs. On va y aller sur le partage. Etc. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important et dont on va parler dans un instant. Frédéric, il y a un élément là aussi sur lequel tu te dis, là, il n'y aura pas de retour en arrière, au-delà de cet aspect très intéressant des notes de frais. Non, nous, le groupe AG2R La Mondiale, ça fait 15 ans que j'y suis, depuis 15 ans, on fait un rapprochement à peu près tous les 2-3 ans. Donc, et dans notre métier, il est important de rationaliser très rapidement les flux qui descendent en comptabilité. Donc, nous, j'allais dire là-dessus, le rôle d'Easy comme interpréteur comptable est vraiment quelque chose de très important pour nous aider, j'allais dire, à digitaliser et à récupérer les flux qui proviennent d'une multitude de systèmes d'information de façon le plus intégrée et automatique possible. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Stéphanie? En fait, je dirais que le retour en arrière, finalement, à partir du moment où on a mis en avant et on a généré du gain de productivité, du gain de temps, je pense qu'il va être difficilement concevable de faire machine arrière parce que ces gains, ils sont finalement acquis désormais et ils font partie aussi des feuilles de route stratégiques en fait, des entreprises. On compte sur ces gains maintenant pour aller plus loin. Et puis, quand on ajoute à cela les évolutions réglementaires, typiquement, on parlait tout à l'heure, on évoquait en tout cas la facture électronique qui arrive et qui va être une obligation. Tous les processus de dématérialisation, maintenant, c'est fait et on ne reviendra plus dessus. Pour ajouter effectivement un énorme boulot pour que ça se fasse, la facture électronique. On n'y est pas, mais quand c'est fait, non, c'est pas fait. Là. Non, mais dans le sens où on va y venir. Il va falloir qu'on plonge dans le bain. Voilà, absolument. Je pense qu'avec toute cette digitalisation qu'on a vécue de façon, c'est vrai, accélérée par la crise, on a tous gagné en productivité, en agilité, mais aussi en confort pour les équipes.
je veux dire, leur retirer ce confort-là, enfin, c'est aujourd'hui impossible. Impossible. Frédéric, tu voulais rajouter quelque chose? André? Ce que je voulais dire, il y a une chose qui me semble intéressante dans l'analogie entre le métier de l'expert comptable et le métier du directeur financier. Parce qu'il y a eu une grosse évolution quand même dans le métier. Je veux dire que si on essaie de le qualifier avant la crise, je vais prendre un terme à la mode, pour moi, le expert comptable, c'était le vaccin contre la phobie administrative du chef d'entreprise. Tout à fait. Là, c'est déjà devenu autre chose. Très bonne formule. C'est devenu autre chose pendant la crise, parce que d'un seul coup, c'était pas le problème, c'est pas la phobie administrative, c'était justement tirer des aubaines de ce que me proposait l'administration. Tout à fait. Déjà, il y a cette transformation, et maintenant, je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui se disent je suis vivant, certes, mais qu'est-ce que je fais? Parce que tout a changé autour de moi, je trouve plus personne pour bosser, je sais plus où je vais trouver de la matière première, etc. Et donc, va y avoir effectivement un rôle essentiel de ce métier-là dans complètement autre chose que l'assurance contre les problèmes avec l'administration ou les aides, mais vraiment la construction du business. Et je pense qu'il y a une réelle analogie avec la fonction financière, parce qu'effectivement, dans la discussion avec les opérationnels, c'est compte tenu de toutes les nouvelles contraintes, comment on fait pour trouver le business qui va nous réussir? Ça redevient une vraie question. Ouais. Alors allons-y, transformation des métiers, effectivement, le vaccin. Il était vaccin, il est devenu coach. Hein, voilà. Exactement. Le vaccin qui nous protégeait, maintenant le coach qui nous remet en bonne santé. Non, moi j'ai une question. Alors, c'est une question forcément qu'on se pose, Stéphanie. Alors pour les comptables, pour les experts comptables, mais dans l'ensemble des professions financières, est-ce que cette transformation, elle peut être faite par les mêmes? Est-ce que cette transformation des métiers, c'est aussi une transformation des hommes et des femmes qui font ce métier? Alors je pense qu'on n'a pas le choix finalement, avec cette digitalisation, de faire évoluer en fait les collaborateurs, les personnes qui travaillent aujourd'hui, parce que c'est leur poste, c'est leur job, c'est les processus qui changent, donc il faut forcément s'adapter. Donc le faire avec les mêmes personnes, je pense que c'est aussi, il y a un côté indispensable dans le sens où les hommes qui travaillent aujourd'hui dans l'entreprise, c'est eux le concret, j'ai envie de dire, et c'est eux les utilisateurs de ces outils. Donc quelque part, je pense qu'il y a vraiment un enjeu de les impliquer sur cette digitalisation pour aussi tirer profit de toute leur expérience sur l'outil et sur leur métier au-delà de l'outil. Et on le disait, les outils vont maintenant répondre au métier et c'est plus le métier qui va s'adapter à l'outil. Donc il faut vraiment concevoir sa digitalisation avec les hommes. En revanche, alors c'est pas pour prêcher non plus pour ma paroisse, mais souvent quand on met en place la digitalisation, la transformation, c'est des choses nouvelles pour les entreprises, c'est des sujets nouveaux. Alors elles ont peut-être déjà connu ou réaliser des projets de la sorte sur des sujets différents, mais quand on aborde un sujet nouveau sur lequel on veut introduire la digitalisation, on est un peu novice en la matière, et je pense qu'aussi de savoir se faire parfois accompagner par un conseil extérieur qui aura l'expérience, qui aura peut-être aussi suivi, piloté ou géré des projets similaires dans des organisations similaires aussi, ou alors totalement différentes, pour pouvoir challenger aussi les projets de digitalisation. C'est très intéressant. C'est-à-dire, ce que tu dis, c'est oui, il faut le faire avec les mêmes, on n'a pas le choix, et puis de toute façon, c'est comme ça, l'entreprise ne va pas non plus se fracturer. En revanche, sur ce qu'on appelle le change management, voilà, disons-le, il faut se faire accompagner. Ça, c'est ta conviction? Je pense que ça peut être un plus. Et après, de toute façon, le change management, c'est l'incontournable dans ce genre de projet. Il faut accompagner, il faut être là, il faut être présent auprès des équipes. Donc moi, je le vis, on va dire, côté interne même au cabinet, où c'est une révolution quand on introduit de nouveaux outils, etc. On a besoin d'impliquer, d'avoir l'adhésion aussi des utilisateurs finaux. Donc je pense que c'est très important de faire attention à ça. Et puis, de toute façon, je pense que dans la digitalisation, les qualités humaines telles que l'empathie, la bienveillance, l'écoute, elles sont essentielles. Et finalement, on ne peut pas parler de digitalisation si finalement on n'introduit pas le côté humain dans le projet, en tout cas. Je crois qu'André est en train de noter pour 2-3 slogans là. Non mais c'est vrai ça, André, dans l'empathie. Et c'est pas les premiers éléments. J'adore ce que dit Stéphanie, mais c'est pas les premiers éléments auxquels on pense justement quand on est en phase de digitalisation accélérée. Avant, quand on faisait de la conduite du changement, c'était je t'amène un nouveau système qui n'est pas le même, il va falloir que tu l'apprennes, et donc il va falloir qu'on t'emmène de la façon dont tu t'en servais là à la façon dont tu t'en servais là. Là, l'histoire elle est en train de changer complètement. C'est-à-dire, je t'amène un nouveau système, c'est lui qui fait le boulot, et ensuite tu vas utiliser ce qu'il a fait pour toi créer autre chose.
Il y a une première conduite du changement, c'est comment je fais confiance, on en discutait juste avant de commencer la table ronde, est-ce que ce système me raconte? On parlait de l'exemple d'un développement que vous avez fait sur la détection d'éventuels risques de blanchiment par l'intelligence artificielle. Les acteurs spécialisés à ça, ils disent oh, non mais attendez, moi j'ai mes méthodes, votre truc, ça, je ne veux pas y croire, je continue à travailler comme avant. Et c'est pas de la formation qui amène à changer les gens là-dessus, c'est effectivement, faut les amener à changer leurs croyances. Ça l'empathie, elle compte forcément. Donc il y a vraiment ce travail-là qui était beaucoup... Avant, c'était changer la profession. Maintenant, c'est changer les croyances. C'est beaucoup plus de travail. Thomas ? Mais j'aime beaucoup ce qui vient d'être dit, effectivement. D'ailleurs, Nickel, typiquement, on est né justement avec des valeurs très fortes d'universalité, de simplicité, d'utilité et de bienveillance, parce qu'on était convaincus qu'effectivement, par la digitalisation, on allait apporter un bien meilleur service à nos clients. Et donc, tout ça résonne forcément en interne aussi. Et pour parler de conduite du changement, il me semble essentiel d'associer très tôt toutes les parties prenantes à chaque fois qu'on a un projet de livraison d'un nouvel outil. Je vais prendre typiquement l'outil d'e-sourcing qu'on a mis en place chez nous. Très tôt, on a associé toutes les directions d'entreprise qui allaient consommer ce nouvel outil. Et puis, on a procédé par prototypage petit à petit. Et donc, la conduite du changement, elle s'opère dès le départ, pendant le projet, par les prototypages, toutes les phases de test, et puis ensuite, évidemment, au lancement, par un accompagnement très rapproché. Et un dernier mot, d'ailleurs, pour ce qui est de la fonction de DAF, qui pour moi se transforme aussi énormément. Le métier de DAF ne suppose plus juste des compétences en comptabilité, en contrôle de gestion. Aujourd'hui, ce métier, il suppose aussi une très forte compétence de gestion de projet, une certaine appétence aussi pour les systèmes d'information, parce qu'on veut utiliser des outils de plus en plus sophistiqués, dont il faut tirer le meilleur parti. Et donc, il faut aussi, dans cette fonction finance, développer ces compétences-là en gestion de projet, apprendre le jargon, savoir extraire des données, etc. Donc, c'est un métier qui vraiment se transforme en profondeur. Frédéric, comment est-ce que tu vois cette question du capital humain finalement autour de la transformation? Moi, je rebondirais sur le dernier point qui a été évoqué. Je pense que c'est des questions aussi qu'il faut qu'on se pose en termes de recrutement à venir. Dans nos équipes de direction financière, on voit de plus en plus l'importance que prennent, comme tu le disais, le volet conduite de projet, et aussi toute l'appétence et la capacité à manipuler des systèmes d'information, manipuler des données. Donc il y a de véritables questions aussi qui se posent en termes de recrutement pour les années à venir. Mais la question, c'est peut-être que tu n'auras pas le choix parce que le recrutement, il est de plus en plus difficile. Et qu'il va falloir qu'à un moment, tu transformes en fait ce que tu as avec toi pour travailler avec toi. Oui, clairement, il y a deux sujets. Il y a accompagner effectivement, on en parlait autour de la conduite du changement, les équipes effectivement en place, mais on a quand même aussi la chance de ce côté-là d'avoir quand même un certain turnover ou d'avoir la croissance des groupes qui font qu'on continue à recruter. Donc, transformation des métiers, agilité. Ça a été le grand mot, ça aussi, agilité, quelque chose d'important. Vas-y, Thomas, né de la digitalisation. L'agilité, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, etc. Mais pour le faire très simple, l'agilité, c'est être capable de croître encore plus vite et de développer de nouvelles offres ou de nouveaux territoires. Moi, je le vois vraiment comme ça, c'est-à-dire être capable de délivrer encore plus rapidement de la valeur ajoutée à nos clients. Voilà, c'est ça pour moi l'agilité. Et donc, nous, notre défi chez Nickel, c'est effectivement à la fois de nous étendre géographiquement dans de nouveaux pays, mais également de développer nos offres, puisqu'on a une offre, un compte courant qui est très simple aujourd'hui, mais petit à petit, on l'étend. Et donc, c'est ça pour nous l'agilité, c'est ça nos enjeux. Et c'est là que des solutions comme celle de Cegid nous aident aussi à pouvoir développer plus vite des projets. Voilà, c'est vraiment ça pour moi l'agilité. Ouais. Stéphanie ? Oui, non, mais alors l'agilité, moi je la vois déjà. On en a un peu parlé d'ailleurs dans la réactivité. Exactement, mais dans la prise de décision, peut-être aussi avoir des décisions, savoir prendre les bonnes décisions au bon moment, donc être agile et être réactif, oui, dans cette prise de décision. Et c'est vrai que les outils, quand on pense aux outils par exemple de business analytics qui permettent d'obtenir des données fiables, rapides, sécurisées, de façon, presque en temps réel, la BI qui vous permet aussi de transformer de la donnée brute en de la donnée, on va dire, utile pour les décideurs, pour qu'ensuite ils puissent l'analyser, la comprendre et prendre des décisions aussi éclairées et
faire des actions rapides. Donc ça, c'est tout, on va dire, l'enjeu et ce qu'il faut savoir retirer des outils qu'on met en place, en tout cas chez nous. Et puis surtout dans les environnements complexes où on parlait aussi des croissances externes, etc. Donc on a une multitude de systèmes différents, on a des pratiques différentes, donc il faut savoir compiler en effet toute cette information. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un environnement complexe, multisource, quantité de données aussi extrêmement importante, on est capable de les gérer et faire aussi de l'analyse multidimensionnelle, chose qui n'était pas si aisée finalement il y a quelques années. André Frédéric en parlait effectivement tout à l'heure, c'est une dimension importante. Il se trouve, moi j'en ai discuté de deux tailles d'entreprise. Pierre-André de Chalandard, Saint-Gobain, qui était sidéré de la vitesse à laquelle il avait pu intégrer la dernière cible. Saint-Gobain fait beaucoup d'acquisitions régulièrement. Il avait pu intégrer la dernière entreprise qu'il avait acquise, enfin que Saint-Gobain avait acquise, et c'était effectivement grâce au système d'information, ou une entreprise dont on avait peut-être entendu parler, dont on est très fier, qui s'appelle Believe, qui fait aujourd'hui de la gestion de talent. On dit plus maison de disques, on dit gestion de talent. Ce sont, mais je crois, des centaines d'acquisitions en fait, qu'ils ont faites dans leur croissance. Et là, les systèmes d'information sont aussi très très importants pour donner l'agilité, la fluidité et réussir ça en temps réel. Oui, et ce qui compte encore plus, et là on a beaucoup gagné, c'est en fait ce qu'on appelle l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire entrer tout le monde dans la même boîte, parce que ça prend toujours un peu de temps, pour rendre l'information venant de différentes sources accessible à tout le monde et permettre d'avancer. Donc, notamment dans les acquisitions, dès qu'on dit qu'il va falloir fusionner les deux ERP en un seul, ça y est, on se dit, bon, on est parti pour une longue histoire. Maintenant, avec l'interopérabilité, avec plutôt la mise en commun des outils de reporting que la mise en commun des moteurs en dessous qui génèrent les données, on arrive à faire pas mal de choses qui sont vraiment intéressantes et qui permettent de prendre des décisions sur des périmètres beaucoup plus larges, beaucoup plus vite. C'est ça. Donc très très important d'être sûr qu'effectivement, enfin je me trompe ou je dis, peut-être plus aujourd'hui, mais il y a une dizaine d'années, la fusion des ERP, ça pouvait en fait faire échouer des opérations. Ça les ralentissait. Ça les ralentissait, pas les faire échouer quand même. Non, échouer peut-être pas, mais ça les ralentissait. Ça les ralentissait. Il y a un point aussi dans l'agilité qu'on oublie un peu, surtout nous Français. Il y a une règle, c'est le fail fast, c'est-à-dire apprendre à échouer rapidement. Les Français n'aiment pas échouer déjà, ils aiment encore moins dire qu'ils ont échoué, mais c'est essentiel dans l'agilité. Je peux vous dire, nous c'est Gide, alors vous ne les voyez pas bien sûr, mais on n'a jamais abandonné autant de projets en disant mais non, on ne s'y est pas pris par le bon bout, on ne trouve pas le marché, et donc on passe à autre chose, mais on le fait de plus en plus vite. Et je pense que c'est une composante vraiment importante demain, parce que dès lors qu'on veut aller vite, on fait forcément des impasses. Il faut juste savoir s'en rendre compte rapidement si ce n'était pas la bonne. Frédéric, cette question d'agilité, qu'est-ce qu'elle t'inspire? Agilité ou partage d'ailleurs, parce que c'est le troisième point sur lequel je voulais qu'on aille. Dans l'agilité, nous, on a par exemple réfléchi avec nos amis de l'informatique pour une transformation agile de nos équipes, à la fois maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, pour revenir sur des nouveaux modes de gestion de projet. Vous parliez de prototypage, réduction des délais, meilleure prise en compte des besoins utilisateurs, livraison effectivement de pilotes et un travail phase par phase. Donc un vrai sujet de transformation aussi pour nos équipes maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, avec une redéfinition importante des rôles. Et alors, Frédéric, garde le micro. Et si on parle de partage maintenant, de ce dont on a parlé d'ailleurs, avec André, avec Sylvain dans la première partie de cette matinée, partage de l'information, facilité. Partage de l'information, pour moi, c'est les sujets autour des entrepôts de données ou des puits de données. Donc, effectivement, dans un métier comme le nôtre, dans l'assurance, on a besoin effectivement de partager des données métiers, de partager des données actuarielles, de partager des données comptables. Donc, des gros sujets effectivement de technologie avec la big data, des technologies qu'il faut s'approprier d'un point de vue informatique, et puis aussi des vrais enjeux métiers sur la qualité de données. Et notamment pour des financiers, l'importance d'avoir une donnée qui reste justifiée en phase avec la comptabilité générale. Ouais. Et alors ça pose quoi comme challenge justement? Ça pose la question du filtre des données, de la qualité des données en amont, qui la rentre au départ, voilà, ça. De la connaissance des données, de pouvoir effectivement remettre les choses dans les bonnes cases. Ouais. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que ça devient à nouveau un projet collectif. Voilà, chacun est en charge finalement de la donnée. Stéphanie?
Ouais, moi, j'insisterai peut-être sur la transversalité. Le partage, il sera possible que si finalement cette transformation digitale, elle est vraiment transversale dans l'entreprise. Parfois, malheureusement, on voit des transformations digitales qui sont silotées dans l'entreprise, c'est-à-dire que chaque fonction ou chaque service entame sa transformation digitale. Et en fait, elle n'est pas forcément interconnectée avec les autres métiers ou les autres départements de l'entreprise. Et c'est vrai que le partage, il pourra vraiment être optimal si on réfléchit la stratégie digitale de façon vraiment transversale dans l'entreprise. Et ça, je pense que c'est un point à avoir en tête dès le départ du projet et en tout cas aussi à chacune de ces étapes. Mais tu parlais de BI tout à l'heure, Stéphanie, et c'est quand on discute avec les directions financières, quand on discute avec vous, c'est vraiment là aussi un des mantras qui revient régulièrement. On veut être business partner, on veut être davantage associé à l'ensemble de ce qui se fait, ce qui permet d'ailleurs d'avoir des remontées plus rapides de la réalité du terrain. Là, on sent qu'on tient quelque chose qui va rendre ça possible. Est-ce que tu le vois comme ça? Ah oui, on parle de BI, mais il y a aussi des espaces collaboratifs qui permettent vraiment un partage. Il n'y a plus d'excuses pour ne pas partager. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Et c'est vrai que nous, avec nos clients aussi, on a vraiment ce partage. On ne fait plus chacun, on va dire, notre métier, chacun de notre côté de la barrière. On a vraiment ce pont aujourd'hui qui se crée avec les outils. On va échanger très facilement, on va partager de l'information, alors que ce soit du cabinet vers nos clients, on va leur mettre à disposition de l'information pour lesquelles ils portent un intérêt. Je prends un exemple de l'actualité fiscale, d'actualité sociale, donc ça, on a la possibilité de le partager très facilement. Aussi, il y a ce partage des rôles aussi sur certains sujets, comptabilité, paye. On va dire que l'expert comptable va réaliser certaines phases, mais le client, il en réalise aussi. Donc en fait, on travaille à deux sur des mêmes sujets. Et ça, c'est les outils digitaux finalement qui nous le permettent et de partager finalement à la fois de l'information, mais aussi partager la mission, j'ai envie de dire. Ah, c'est bien, Thomas. Ouais, sur le partage, en fait, moi, ça me paraît essentiel si on veut que tout le monde soit toujours bien aligné dans l'organisation. C'est-à-dire qu'on doit tous avoir la même vision, à la fois de nos objectifs, mais également de nos résultats. Donc voilà pourquoi le partage est si essentiel, d'autant plus que maintenant, on n'est plus jamais réunis tous dans la même salle, quoi. Donc ça pose différentes questions. Mais ça permet de l'avoir, justement, alors qu'avant, ce n'était pas forcément le cas. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est là où ce partage de la donnée il est essentiel pour que tout le monde soit bien aligné et qu'on ait tous la même vision quelque part. Voilà, et c'est ce qu'on arrive à faire maintenant avec ces solutions-là, et c'est un vrai pas en avant. Ça pose après différents défis qui est la sécurité, la fiabilité de cette donnée, qui en est le propriétaire, comment on la rend disponible, quelle définition on lui donne, etc. etc. Donc on fait un gros travail là-dessus en interne pour bien partager tout ça et pour qu'on suive tous les mêmes indicateurs sans aucun écart entre toutes les directions de l'entreprise. Voilà. Mais pour moi, c'est ça derrière le partage. Tu sais, juste, alors petite anecdote, pardon, mais les biscuits Michel et Augustin, ça vous dit quelque chose, voilà. Et Augustin Paluel-Marmont, donc fondateur, il était commercial chez Air France. Et il raconte, un jour j'étais malade et les avions ont décollé quand même. Et je me suis dit, en fait, je ne sers à rien dans cette entreprise et je suis parti. Et je trouve que c'est l'incarnation, en fait, de ce que, sans information partagée sur la marge globale de l'entreprise, alors on parlait aussi de travail invisible, hein, de gens qui se demandent ce qu'ils font dans l'organisation, c'est ce qui peut amener à des situations de détresse d'ailleurs. C'est l'ensemble de ça aussi qui peut disparaître avec davantage de partage. Oui, et je pense, et ce que vous dites, c'est exactement ça, c'est... certes, il faut partager, mais il faut qu'on soit sûr qu'on parle tous de la même chose quand on parle d'une chose. Les références. Déjà qu'on regarde tous les mêmes données. Le nombre de gens qui extraient des tableaux Excel, qui vous les cuisinent et qui vous les resservent, et on dit mais d'où elles viennent ces données, c'est quand même des choses qu'on vit très souvent. Et puis aussi qu'on appelle tous les choses de la même façon. Et il y a des nouveaux métiers qui commencent à exister, on appelle ça la gouvernance des données. C'est-à-dire des gens qui deviennent spécialistes de dire où est la source, qu'est-ce que ça veut dire, comment on l'appelle, et que tout le monde veille à appeler la même chose de la même façon. Et ça ne veut pas dire qu'il en est propriétaire, mais ça veut dire qu'il est capable de la tracer en permanence. De la tracer et de, quand on en parle, vérifier qu'on est bien tous en train de parler de la même chose et d'une donnée vérifiable.
Ce qui suppose de cataloguer toutes les données de l'entreprise en fait, et de leur attribuer une définition, une origine, un propriétaire, etc., etc., un niveau de confidentialité ou de sécurité ou de criticité. Enfin, voilà, donc c'est un travail colossal. Et ça, André, ça passe par la qualité des outils, ça passe par oui, bien sûr, parce les solutions que vous apportez justement. Si au travers des outils on amène de la confusion, ça devient très vite un désastre. C'est-à-dire que déjà, cette notion d'unicité de la donnée au travers des outils, elle devient essentielle, parce que si chacun peut voir sa vérité au travers des outils indépendamment de son plein gré, ça devient un vrai problème. Donc on a vraiment un gros travail là-dessus. Et aussi qu'on soit particulièrement vigilant quand on extrait la donnée pour la présenter ailleurs, qu'on soit bien sûr de ce qu'on est en train de faire, notamment quand on doit extraire des choses qui viennent de deux endroits, être sûr que quand on fait ce qu'on appelle le mapping, c'est-à-dire lier les données les unes aux autres, on parle bien de la même chose quand on lit deux données. Alors, mes questions au CEO, parce qu'il y a la question ça aussi qui revient assez régulièrement, le business case de la digitalisation. Les KPIs, combien j'investis, combien ça me rapporte, comment est-ce que je suis capable de mesurer et de quantifier mon investissement. C'est quoi les bons critères? Nous, en tout cas, chez Nickel, on en utilise plusieurs, mais je vais juste donner un exemple. On a démarré une activité en Espagne et on a mis 2 ans à installer notre activité, à développer nos systèmes pour être capable d'opérer en Espagne. Ouais. Et là, maintenant, grâce aux outils qu'on a construits, notamment avec l'aide de Cegid, on est capable de déployer 2 pays en 1 an. Donc, quelque part, on va 4 fois plus vite. Ouais. Voilà, pour moi, c'est un KPI qui est clé. Pas mal. J'en donnerai un second. Assez massif. J'en donnerai un second, c'est que donc Nickel a 7 ans. Les 6 premières années, on avait développé 2 nouvelles offres pour nos clients. Et en 1 an, on en a développé 4 nouvelles. Voilà. Pour moi, c'est exactement, ça répond au défi que j'indiquais tout à l'heure, être capable de faire plus pour nos clients et plus vite. Ouais. Ben voilà, on a été capable. Ouais, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est pas seulement on n'a pas le choix, il faut le faire. C'est à un moment, ça peut se traduire par des opérations beaucoup plus efficaces et bien plus rentables. Et donc, quand on investit dans la digitalisation de nos systèmes, ben on a des systèmes qu'on peut paramétrer plus vite, modifier plus vite, avec une meilleure sécurité, et ce qui nous permet d'accélérer considérablement. Et en plus, ce sont des systèmes qui sont beaucoup plus scalables, c'est-à-dire d'accepter toute la croissance de l'entreprise avec les volumes que ça génère en termes d'opérations, etc. Donc voilà, on voit tout de suite le résultat. Stéphanie, cette question de business case de la digitalisation. Oui, pour revenir justement à ROI, KPI, si on je pense que si on a du mal à y voir clair, parce que c'est vrai que les projets de digitalisation aussi, c'est des projets qui sont longs en général, donc c'est vrai que le ROI, il est peut-être pas forcément évident à mesurer. Mais il est toujours très compliqué à élaborer, voilà. Enfin, André, c'est vrai, il est toujours très compliqué. Mais on parle aussi du retour sur investissement, puis du risque à ne pas investir. Donc voilà, c'est 2 choses qu'on met en garde. C'est exactement ce que j'allais dire. Si on n'arrive pas à répondre à la question dans un sens, la prendre à l'envers finalement, et de se dire quel est le risque de non-investissement avec les pertes d'opportunités, les pertes d'avantages concurrentiels également, les impacts d'une sous-performance aussi des équipes, etc. Et peut-être que là, finalement, on peut y voir plus clair aussi. Frédéric ? Non, moi, en matière de gestion de projet, ce qui est important et ce qu'on retrouve dans ce nouveau type de projet, c'est de veiller à avoir un delivery qui est beaucoup plus rapide. Voilà, et ça derrière, non seulement on améliore et on augmente plus vite la valeur ajoutée pour le client et on diminue forcément les coûts derrière. C'est vrai que nous, je prends le cas des collaborateurs comptables. Avant, je vais grossir le trait, mais on recevait une boîte à chaussures remplie de facturettes à saisir, donc on pouvait y passer des journées entières. Aujourd'hui, comme ça a été évoqué, c'est plus du tout le sujet. Le client nous prend une photo de sa facturette et elle est introduite directement dans le système. Donc je pense qu'aussi le ROI et le retour sur investissement, en effet, il faut pas chercher. Par rapport à la boîte à chaussures, il n'y a pas de doute. Voilà, il faut pas. Des fois, il est vraiment aussi gros que le nez au milieu de la figure. Il faut quand même un fort sponsorship, André, pour rentrer dans l'ensemble de ces transformations. Oui, parce que il y a ces problématiques d'acceptation dont on a parlé. Ouais. Il y a des changements d'habitude, il y a des points de repère qui se perdent, notamment. Bien sûr les utilisateurs, mais il y a aussi une fonction dont on parle peu, c'est les managers des utilisateurs. Bien sûr. Le métier de leurs collaborateurs change, en plus ils sont à distance, etc. C'est quoi mon métier maintenant? Comment je contrôle l'exécution si l'exécution c'est plus du tout la même chose qu'avant? Ouais. Et effectivement, avoir un sponsor qui guide vers là où on veut aller, c'est essentiel. Ouais. Thomas?
Thomas, toi, tu es le patron, donc... non, mais exactement, mais dans ces projets-là, un fort sponsorship de la DG est indispensable, notamment aussi parce que ce sont des projets qu'on veut mener quand même assez rapidement, parce que ça vient en plus du quotidien. Ouais. Et donc, avec un fort sponsorship permet aussi des prises de décision très rapides lorsqu'on est confronté à un problème, à une difficulté. Voilà, les arbitrages sont beaucoup plus rapides, donc ça c'est indispensable. Frédéric, un commentaire? Non, plus on est sur des projets transformants, plus effectivement on a besoin d'un accompagnement et d'un sponsorship de la direction, effectivement, pour pousser les équipes et les accompagner dans le changement. Stéphanie, et ce sera le mot de la fin d'ailleurs, Stéphanie. Je me trompe. Hein. Ah bah, il fallait non, mais je pense aussi que la DG va tirer profit de cette digitalisation. C'est peut-être quelque part la grande gagnante de la digitalisation. Donc, ça serait dommage qu'elle ne soit pas sponsor du projet. Oui, mais André nous a dit tout à l'heure qu'on ne pouvait plus avoir un projet si on n'avait pas les chiffres pour le justifier. Hein, voilà. Donc il faut quand même essayer d'aller chercher les chiffres pour le justifier. Merci beaucoup Stéphanie, merci messieurs. Donc c'est la pause déjeuner et puis cet après-midi, donc à partir de 14h, les ateliers, Roadmap Solutions 14h, 14h45 et puis atelier découverte 15h, 15h45. L'idée étant que vous alliez découvrir des solutions dont vous n'êtes pas utilisateur. Merci pour votre attention.